Ben écoute, moi aussi j'en suis ravi, puis je te remercie de ton invitation et je me réjouis qu'on puisse passer ce temps qui est là, qui nous est accordé ensemble. J'ai grandi en Corse, d'où je viens. Je viens d'une île magnifique qui s'appelle la Corse. Pour ça, j'ai été vraiment gâté. Tu vois, la Corse, c'est la Méditerranée, c'est la mer, c'est le soleil presque toute l'année. Et je suis né à Bastia, j'ai grandi à Bastia. Je suis issu d'un premier mariage et qui n'a pas duré très longtemps puisque mes parents se sont séparés très tôt. En tout cas, j'ai très peu vécu avec mon père, qui est un militaire de carrière sur la Corse à la base de Solanzar et qui, lorsqu'ils se sont séparés, n'a pas cherché à m'accompagner dans ma vie, en fait, si tu veux. C'est un homme que j'ai retrouvé que lorsque j'avais 33 ans. Et pour autant, j'ai grandi avec ma mère à Bastia et j'ai vécu avec elle et ma sœur aînée jusqu'à l'âge de 10 ans. Et ensuite, ma mère a refondé un couple, un foyer, avec un homme qui, de son côté, avait déjà 3 enfants. Ils ont eu 4 enfants. Alors, tu vois, ça faisait 9 enfants à la maison à un moment donné. Et donc, on était 11 et une famille assez tendue, je pourrais dire toxique, avec beaucoup de colère. Je suis passé par des moments, comme tous d'ailleurs, hein, comme tous les êtres humains qui ont des histoires, qui peuvent à un moment donné venir te diviser à l'intérieur, hein, comme souvent j'en parle dans les capsules que je peux faire sur les réseaux et créer justement ces états de conscience, ces mécanismes qui vont à un moment donné justement nous emmener dans une direction à laquelle on va s'identifier, s'associer. Et c'est comment dirais-je, qui viennent nous diviser hein, d'ailleurs. Donc j'ai vécu pas mal d'années avec cette nouvelle famille de recomposés où il y avait beaucoup de violence et des violences verbales, physiques, psychologiques. Donc voilà, ça n'a pas été un début de vie, je veux dire, extraordinaire, même si j'ai eu la joie de naître en Corse au milieu de la nature. Et bien sûr que j'ai vécu aussi des moments qui étaient aussi joyeux, hein, parce qu'on va chercher cette joie en nous et on gratte les petits moments, tu sais, quand on est gamin, même si on arrive dans un environnement qui est assez conflictuel. Et ça me fait penser à une fois... Là j'étais adolescent, hein, j'avais presque 14 ans et demi et j'avais quand même une certaine liberté. Et après une discussion justement familiale très violente, j'ai claqué la porte de la maison, tu vois, ce jour-là, et puis je suis parti. Je suis parti, je suis allé de Bastia, je suis parti jusqu'à Île-Rousse et j'étais sur une plage là et j'étais venu me détendre parce que j'étais assez touché par cette situation. Hein. Ça arrivait, et puis tu sais, l'adolescence, on est tous là, on a les hormones qui montent. Hein, et puis souvent, quand on est adolescent, et ça arrive à 9 personnes sur 10, je pense, on veut pas la proposition qu'on nous a faite, on veut créer autre chose, on veut casser les chaînes. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vivre ma liberté, casser les chaînes, ne pas reproduire ceci ou cela, même si tu t'aperçois que quelques années vont passer, tu vas reproduire aussi les mécanismes et les schémas. Hein. Mais ce jour-là, pour autant, c'était tu sais, dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui ont été déterminantes. Ça a été vraiment, j'appelle ça des panneaux d'indication, où on t'indique ta route, si tu veux, tu vois. Et j'allais rentrer dans l'eau, et c'est un côté de la Corse, la Balagne, où tu as des grosses vagues et des courants aussi qui t'emmènent très rapidement au large. Et c'est une région où l'été, il y a beaucoup de gens qui peuvent y laisser leur vie par la noyade, en fait. Et ce jour-là, il y avait le drapeau rouge, la mer était démontée, et quand je rentre dans l'eau, donc tu vois, j'arrive avec ma colère, j'étais là, j'étais pas content, et je dis, bon, allez, je vais me prendre un bain, je vais me rafraîchir les idées. Et là, il y a un gars qui me siffle avec son sifflet, toi, c'est le maître nageur de la plage, et il m'appelle comme ça, il me dit, non, tu rentres pas dans l'eau, il me dit, de loin, tu rentres pas. Et là, tu vois, c'était le jour où j'étais très, très rouge, tu vois, à l'intérieur, là, j'étais en bagarre, là, j'étais pas content. Aujourd'hui, j'en souris parce que, bien sûr, tout ça, j'ai transformé, et puis tu vois, j'ai le recul, hein, je suis plus collé sur l'écran du film de ma vie, hein, comme on peut souvent m'entendre dire, tu es collé sur l'écran du film de ta vie parce qu'on vit dans un système de projection à différents niveaux, hein, on pourrait dire. Et ce qui se passe, c'est que ce jour-là, je lui dis, bah, écoute, moi je rentre dans l'eau, va te promener, tu vois, pour être poli, mais c'était un autre mot que j'avais en tête, je dis, va te faire voir, tu vois. Et puis je rentre dans l'eau, et puis là, il me resiffle encore, et puis il arrive, tu vois, petit footing,
Et là, il m'interpelle, il dit, non, non, jeune homme, sortez de là, vous n'allez pas vous baigner, c'est dangereux, ce matin, on en a sorti deux. Si vous partez au large, les courants vous emmènent, je ne viens pas vous chercher. Et je continue à rentrer. Et il me regarde, il dit, ah, tu veux y aller? Ok, vas-y, mais sache que tu es libre, tu veux mourir? Vas-y, sache que si moi, je ne viens pas te chercher, tu es prêt? Allez, vas-y, mais... tu es prêt à mourir, quoi, en quelque sorte, il me dit, moi, c'est toi qui décides, quoi. Et là, à un moment donné, quand il m'a dit, tu es prêt à y aller, et vas-y, tu es libre. Et quand il m'a dit, tu es libre, j'ai eu un déclenchement à l'intérieur. Ça a déclenché quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, en fait, une porte, un espace. Il m'a dit, tu es libre. Libre, moi j'ai un sentiment très fort pour la liberté, c'est ce qui m'habitait justement au travers de cet environnement familial qui était très toxique, où j'étais très enfermé, j'avais le droit de rien faire, aucune activité, j'étais vraiment pas le droit de parler à table, même dans la maison, c'était un système nerveux qui était tout le temps en permanence, donc une grande sensibilité au niveau émotionnel, et en même temps un environnement toxique qui t'empêche aussi de pouvoir t'exprimer, donc un système nerveux qui est très fatigué sur le long terme. Donc, et à ce moment-là, quand il me dit, vas-y, eh ben, tu es libre, là il a touché à un point à l'intérieur, et là je fais un pas de recul, et dans ma tête je dis, ouais, mais je suis libre, mais j'ai pas envie de mourir aujourd'hui, quoi. Tu vois, il m'a mis devant le fait accompli de j'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, je fais un pas de recul, et quand je fais un pas de recul, il me regarde et puis il commence à parler en fait avec bienveillance, et dans la discussion, il arrive à communiquer avec moi, et je communique avec lui. Je dis, ouais, écoute, je suis pas bien, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et on commence à rentrer plus profondément dans la discussion. C'était quelqu'un de bien, et c'était une personne déterminante dans ma vie, parce qu'à un moment donné, il m'a dit, écoute, n'écoute plus jamais ce qu'on peut te dire, ce que tu es, ce que tu n'es pas, ou ce que tu dois faire, ou ce que tu ne dois pas faire. Ne laisse jamais une autre personne décider pour toi, même si ce sont tes parents, ta famille, tes amis ou ton environnement. Fais ce que tu as à faire, et fais ta vie avec ça. Tu vois, pour moi, ça a été une grande libération, parce que enfin, en plus, une figure, tu vois, masculine, c'était une représentation du masculin. Moi qui n'ai pas eu mon père les premières années de ma vie, et qui rencontrais un beau-père assez colérique et tyrannique, je pourrais dire, qui lui-même n'allait pas bien dans sa vie. Donc ensuite, on peut l'intégrer, le comprendre et transformer tout ça. Mais pour autant, à ce moment-là, il m'a donné une bouffée d'oxygène, et quelque part, ça a enclenché la suite de ma vie, où je me suis positionné et j'ai fait en sorte de pouvoir aller jusqu'à réaliser ce que, enfin, je voulais réaliser, en fait. Alors, qu'est-ce que j'aime? Ben, par-dessus tout, j'aime la vie, j'aime la joie, et j'ai un grand sentiment pour la liberté, en fait. La liberté, ça a toujours été un sentiment très très fort, et qui m'a motivé tout le long de mon parcours, et encore aujourd'hui, en fait, hein, de pouvoir œuvrer avec soi, pour soi, et autour de soi, dans son environnement, en toute liberté, parce que pour moi, le premier art, c'est l'art de vivre sa vie en toute liberté, sans quoi, bien sûr, on peut sentir certaines restrictions, mais je pourrais dire que lorsqu'on parle de liberté, eh bien, on fait de suite appel à l'emprisonnement, en fait. Mais c'est dans ce jeu de la vie de pouvoir, justement, arriver à un moment donné de s'expanser, de retrouver un espace où on passe dans un autre état de conscience, qui me permet à nouveau d'avoir cette possibilité, et de me donner moi-même la liberté à l'intérieur de pouvoir faire de nouvelles expériences, me connaître au travers de mon environnement, au travers des autres, et me découvrir vraiment dans l'instant, parce que c'est dans l'instant, en tout cas à mon humble avis, en tout cas ce que j'ai pu expérimenter moi-même, que l'on se découvre, en fait. Oui, on va dire, oui, un homme libre, oui, qui fait en sorte, en tout cas, à la lumière de la conscience qu'il a de lui-même, de toujours se poser la question de ce qui se joue dans l'instant. Et quand je dis poser la question, non, c'est être aussi tranquille avec ce qui est, avec le vivant, avec moi-même. Mais dès qu'il y a, pour autant, lorsqu'il y a, à un moment donné, dans l'exploration sur mon chemin, une information qui pourrait venir me donner une indication de qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je dois écouter, qu'est-ce que je dois regarder, comme nous tous d'ailleurs, hein, on est tous à la même enseigne, hein. Qu'est-ce que ça vient jouer en moi, où est-ce que ça vient piquer,
Voilà, ce sont des petites questions qui deviennent aujourd'hui, qui sont même plus une habitude que j'ai complètement intégrée et qui me permettent de pouvoir, en tout cas, faire en sorte d'adopter l'attitude et les intentions dans ma vie de la façon la plus juste à partir de moi-même, donc à partir de mon environnement. Oui, la vie avec un grand V, l'humain avec un grand H, et bien sûr l'évolution de la conscience que nous sommes au sein de notre expression et de notre communication. C'est un sujet qui pour moi est sans fin en fait, parce qu'on a la possibilité de se rencontrer à chaque instant. Je suis arrivé dans l'accompagnement, ça s'est fait dans un processus de vie, et qui, si on m'avait dit à l'âge de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, tu vas avoir un process d'accompagnement, tu vas pouvoir à un moment donné te découvrir en tant qu'accompagnateur d'acteurs ou coach ou entraîneur, tout dépend du pays, hein, ça a une notion différente, ou professeur, certains m'appelaient coach, certains m'appelaient prof, certains voilà, m'appelaient mentor, et ce qui se passe c'est que c'est tout un cheminement en fait, et si tu veux, depuis très jeune, j'avais ce désir de pouvoir jouer, parce qu'au travers de mon environnement, de mon éducation, de mon environnement familial, j'ai toujours été en retrait. Et ce qui se passe, c'est que un jour, je suis tombé sur une série télé qui s'appelait La Petite Maison dans la Prairie. Et quand j'ai vu... et on la connaît tous, celle-là, en tout cas de notre génération. Et quand j'ai vu Charles Ingalls jouer dans en fait, c'est le nom du personnage, jouer dans cette série, eh bien cette joie, ce rayonnement m'a donné envie de... voilà, je jouais déjà avec lui, en fait, enfant. Et dès qu'il sortait une réplique, je lui répondais. J'étais vraiment rentré dans cet univers d'échange déjà avec ce personnage, parce que c'était quelqu'un qui, c'était un père de famille, qui était là, qui prenait soin de sa famille. Donc ça évoquait énormément de choses pour moi qui, justement, n'ai pas eu ce cadre familial avec un père qui est là, qui t'emmène vers l'extérieur, qui te montre l'extérieur, qui te donne des conseils, qui te donne des indications, comment ça fonctionne sur cette terre et dans la vie des êtres humains. Donc pour moi, c'était comme une référence au travers de ce feuilleton de télé, et puis et ça parlait énormément de la famille. Donc j'ai commencé déjà à jouer avec lui, avec Charles Ingalls, quand il y avait des situations, je donnais déjà des répliques face à l'écran, tu vois. Et j'avais ce désir de pouvoir jouer et de faire comme lui, de m'animer et de pouvoir être dans cette intention de jeu, donc de devenir un acteur. Donc si tu veux, dans mon processus, à un moment donné, dans mon processus de vie, dans mon chemin, j'ai fait en sorte de pouvoir retrouver cette expérience-là, mais de façon concrète. Et je suis allé jusqu'à, bien sûr, prendre des cours de théâtre. Avec aucune approbation et aucun accord, j'ai pas eu besoin de ça. J'ai pris justement la liberté de faire ce que je désirais en fait. Je me suis découvert moi dans mon laboratoire d'acteur parce que au travers de toutes ces personnes, eh bien tu es là, parce que j'ai eu justement un apprentissage et une formation d'acteur avec deux personnes qui étaient deux Américains. Et je suis arrivé dans ce cours, mais vraiment enfin on va dire le pur hasard. À cette époque-là, j'aurais pu dire que c'était le pur hasard, mais ce sont des moments de synchronicité qui se sont passés en fait tout le long de ma vie. Et je me souviens de ce moment où j'étais lorsque je suis arrivé à Paris, je faisais des piges, on appelle ça, je travaillais sur des plateaux télé, au niveau de la régie, au niveau des décors, et je me retrouve un jour à Boulogne sur un plateau télé pour préparer une émission de Drucker, et je rencontre dans l'équipe de personnes qui étaient là dans les préparatifs de l'émission, avant l'émission donc. Je rencontre un jeune homme de mon âge et avec qui je parle du jeu d'acteur, de mon envie, de mon désir, tout en bossant la journée. Et puis à ce moment-là, il m'invite à aller dans le cours d'un Américain qui vient à Paris et qui choisit des personnes pour les former au jeu d'acteur. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'était mon désir qui se manifestait, mon envie, et au travers de cette personne qui
est allé jusqu'à me donner un monologue et m'entraîner pour que je puisse passer cette audition et rentrer dans ce cours avec cet Américain-là. Et lorsque je suis arrivé, après m'être préparé avec cette personne, lorsque je suis arrivé aux essais, donc j'ai passé l'essai et 2 semaines après, on m'a appelé, on m'a dit, ben voilà, vous êtes choisi pour le prochain groupe, vous allez faire partie du prochain groupe. Et donc j'ai passé mes essais. Et Jack me regarde comme ça, c'était un vieux monsieur qui est un membre actif de l'Actor Studio de New York, donc il est là depuis les années 40. Hein. C'est un homme qui a accompagné énormément d'acteurs aux États-Unis, très connus, et puis même en Europe, et même en France, en Angleterre. Donc à ce moment-là, il me dit « You want to be an actor? Tu veux être un acteur, Eric ?» Je dis « Ouais, je veux passer à l'action. » Et donc il m'a choisi après des essais, et je suis rentré dans ce processus, si tu veux, d'apprentissage du jeu de l'acteur. Et là, je me suis découvert, parce que lorsque je suis rentré dans ce processus-là, eh bien, tu penses bien que j'avais aucune notion sur mon corps, sur mes émotions, sur comment jouer dans le moment présent, parce que ce sont des techniques qui t'amènent à retrouver une présence sur scène. On n'est pas là pour interpréter un texte et jouer un texte, on est simplement là pour être en action. D'ailleurs, une des définitions du jeu d'acteur que nous partageait Jack, c'était d'être dans le moment présent avec une intention de jeu. C'est ça le jeu d'acteur. C'est être totalement relâché, ouvert avec soi, avec ses émotions. On ne joue pas le personnage, mais par contre, on va faire en sorte de pouvoir être dans une base totalement libre, totalement fluide avec ses émotions, face au public, face à la caméra, tout en vivant ce que le personnage vit à ce moment-là et en sortant son texte, en fait, de façon très naturelle. Et ça m'a permis justement, dans ces débuts, de pouvoir me rencontrer moi en tant que jeune homme, en tant qu'homme, dans le sens où à ce moment-là, j'étais complètement pas connecté avec mes émotions. Bien sûr, on est connecté avec nos émotions, mais quand on est dans notre chambre, allongé sur notre lit avec notre coussin. Et à ce moment-là, en tout cas pour ma part, quand j'en pouvais plus, je pouvais lâcher des émotions. Et encore, c'était très très dur pour moi d'exprimer mes émotions à ce moment-là. Donc, si tu veux, il y a eu tout un processus de réouverture et je vais dire de rencontre avec mes émotions, parce que lorsqu'on n'exprime pas réellement ses émotions ou qu'à un certain degré, on ne les connaît pas réellement, on ne sait pas jusqu'où on peut aller avec sa colère, avec sa tristesse, avec sa joie, parce qu'on vit tout ça de façon instinctive en fait. Mais on n'a pas conscience de cette expression en fait. Et là, j'ai pris conscience que j'avais un corps, j'ai pris conscience que j'avais des émotions, j'ai pris conscience aussi que je n'étais pas ma pensée, puisqu'on fait des travaux, des exercices qui nous permettent justement de pouvoir identifier les pensées qui vont venir nous gêner dans le jeu d'acteur, parce qu'un acteur doit être totalement libre. Donc quand je dis qu'il doit être totalement libre, c'est dans le corps, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de la pensée, parce que tout jeune acteur, lorsqu'il commence et qu'il se trouve sur scène en fait, face à son professeur, il a toujours des pensées qui viennent le juger, en fait, des pensées de jugement. « Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Ah, là, tu joues pas bien. Ah, ben regarde, il y en a un autre là, il y a une personne dans la salle qui t'a regardé, c'est bizarre comment tu joues. Ah, il t'aime pas, ceci, cela. » Donc, il y a une multitude de pensées pour un acteur qui arrive sur scène dans son apprentissage qui apparaissent. Et le but, c'est de pouvoir revenir dans le non-jugement de soi, dans le non-jugement des autres, transformer ce regard de l'autre que l'on peut avoir sur soi, tout en étant connecté avec son corps, ses émotions, au service du personnage. Donc, on va dire au service de la vie du personnage. Donc, si tu veux, déjà là, j'étais dans une approche d'aujourd'hui de ce que je peux vivre, c'est-à-dire être totalement ouvert, connecté à mon corps, connecté avec mes émotions, en présence, au-delà du regard des autres, au-delà de ce que pourrait m'infliger le regard des autres. Donc ce qui se passe, c'est énorme ce que j'ai pu apprendre déjà avec Jack au niveau de l'interprétation, parce qu'on passe aussi par certains exercices où on fait appel à la visualisation, où on fait appel à la mémorisation d'informations, où on fait appel, on appelle ça des daydreams, des rêves éveillés, au travers de situations qu'on va imaginer pour vivre des états présents, en fait, des états émotionnels, et qui nous permettent de pouvoir aussi, à un moment donné, nous connecter à ça lorsqu'on monte sur scène et de pouvoir jouer les séquences, les scènes, en fait. Et ensuite, après avoir rencontré Jack, j'ai rencontré une autre personne qui s'appelle Bob McEnroe, qui lui détectait les jeunes talents à la Century Fox, à la Paramount, et qui avait une autre approche de jeu différente, qui était beaucoup plus aussi intuitive, dynamique, et qui faisait un énorme travail sur le corps. Donc aussi avec lui, j'ai énormément
je vais dire, parce que les Américains ils disent des breakthroughs, tu sais, c'est une expression qui est très commune là-bas aux États-Unis. Tu fais des breakthroughs, c'est-à-dire que tous les coachs te disent tu fais des breakthroughs, c'est-à-dire que tu fais des percées de vérité en fait. Tu fais des percées de vérité parce que le mental aurait tendance à vouloir maîtriser ce que tu fais sur scène. Et c'est là un des challenges de l'acteur, c'est de pouvoir se libérer du mental. Comme un être humain doit se libérer du mental, tu vois, pour ne pas se juger dans sa vie, pour ne pas se juger dans ses relations de couple, pour ne pas avoir peur du regard des autres. Tu vois, il y a vraiment un parallèle entre les deux. Donc, l'acteur doit se libérer de tout pour pouvoir être vraiment dans sa présence et interpréter. Mais il se libère de tout pour interpréter ensuite un nouveau personnage sur le plateau, alors que les personnes qui sont dans un processus de développement personnel, de prise de conscience, de vivre mieux, de vivre le bien-être au lieu du mal-être, ou simplement un processus de développement spirituel, eh bien, c'est de pouvoir tomber la garde, de pouvoir aussi calmer le mental et pouvoir aussi être fluide avec ses émotions, être ouvert et revenir dans sa présence au-delà de l'espace du mental, en fait, si tu veux, tu vois. Donc, ce sont des apprentissages que j'ai vécus pour le jeu d'acteur, mais que à un moment donné, j'ai décidé d'emmener dans ma vie parce que j'ai vraiment vécu des moments très puissants dans ma présence. Et d'ailleurs, lors d'un des ateliers, j'ai vécu sur scène en jouant avec une actrice un moment énorme de présence avec une lumière autour qui est arrivée. J'étais complètement relaxé, fluide et c'était vraiment intense pour moi. J'avais pris un énorme plaisir, une énorme joie. Parce que dans cette présence-là, quand il n'y a plus de mental, il n'y a plus rien, tu peux vraiment, on va dire que tu vas dépasser la technique et tu commences à toucher la grâce. Et ça, c'est formidable. Et tu vois, la grâce, on peut aussi la toucher dans sa vie une fois qu'on s'est libéré de certaines informations qui viennent justement agiter notre mental. Et peu importe le domaine ou le secteur dans lequel tu œuvres pour ton bien-être, que ce soit même pour le spirituel qui est dans une recherche d'éveil, qui est dans une recherche de mieux-être, eh bien, il doit aussi lâcher avec le mental pour que les énergies circulent et qu'ils vivent aussi cette grâce, tu vois, de pouvoir vivre dans cette présence et cet espace. Donc, si tu veux, une fois que j'ai vécu à plusieurs reprises, et là, cette expérience très intense, j'ai décidé que je ne voulais plus devenir acteur, mais passer derrière, devenir un directeur d'acteur, un coach d'acteur. Et donc j'ai fait de la direction d'acteur, j'ai fait du coaching d'acteur, bien sûr dans le même processus que moi-même j'ai été initié. Donc c'est le jeu de l'acteur pour le théâtre, pour la caméra, mais j'étais spécialisé dans l'ouverture de l'instrument, dans la libération et la gestion émotionnelle, de pouvoir être vraiment conscient et avoir un instrument fluide, totalement fluide, au service de soi, pour le mettre au service du personnage par la suite, parce que au départ c'est avec soi, hein, c'est initiatique aussi à un certain niveau pour certains acteurs, le jeu de l'acteur. Et j'ai décidé d'ouvrir mon studio à Paris et justement de pouvoir œuvrer et de me rencontrer aussi. Ça, je l'ai compris par la suite, que j'allais me rencontrer au travers de ces centaines de gens que j'ai pu rencontrer dans cet atelier, en fait. J'avais la sensation que c'était ma place de pouvoir ouvrir un atelier et de coacher les personnes. C'était ça vraiment qui m'avait touché profondément parce que je voulais aller de plus en plus dans ce laboratoire d'acteurs à la recherche de ce moment présent en fait. Parce que le moment présent, quand tu es sur scène, c'est très intense. En tout cas, quand tu es en répétition, ça dure 4-5 minutes. Après, tu vas au cinéma, c'est très coupé, hein, entre action coupée. Un film, ça se fait sur des séquences qui sont très courtes, avec des montages, des plans différents, de caméra. Au théâtre, tu es dans une répétition et ensuite, tu rentres pour un spectacle minimum entre 1 heure ou 3 heures. Il y en a certains qui sont bien plus longs hein, au niveau du théâtre. Mais je veux dire, une pièce de théâtre, c'est 2 heures. Après, c'est plus expérientiel, hein, je veux dire, au niveau du process théâtral. Mais on va dire qu'on est entre 1 heure et 2 heures au niveau d'une pièce. Donc, tu dois être dans cet espace de présence entre 1 heure et 2 heures pour pouvoir donner la meilleure prestation, en fait. Et ce qui se passe, c'est comme dans la vie, tu sais, les êtres humains vivent dans le moment présent, mais comme il y a de l'information qui vient et qui
et qui passe au travers de cette forme pensée qui se caractérise par le mental, c'est-à-dire que sa présence, elle se restreint, elle se diminue, on est de moins en moins présent, plus il y a plus il y a d'informations et de perturbations mentales et de mécanismes mentaux qui amènent justement ce mal-être mental, et moins on est dans sa présence, moins on est dans une circulation des énergies, on est stressé, on est tendu. Lorsque tu es tendu, ça veut dire que tu as des émotions qui ne circulent pas dans le corps. Qui dit émotion, eh bien, dit aussi information, dit des choses que l'on n'exprime pas, hein, et qu'on a accumulées avec le temps, parce qu'on accumule avec le temps toutes ces émotions pendant des années, et ça s'accumule dans le corps, hein, ça se cristallise au niveau du plexus solaire, mais de partout dans le corps, en fait, hein. Donc si tu veux, oui, c'était aussi l'intention de cette recherche de présence, de moment présent au travers du jeu de l'acteur, et de pouvoir justement aller découvrir tous ces mécanismes aussi et ces fonctionnements de l'être humain qui pourraient l'empêcher d'être dans le moment présent et aller toujours vers la performance et le meilleur en fait de soi pour être dans cet espace-là. Et ça, c'était mon intention première quand j'ai ouvert cet atelier, et j'aime énormément partager. J'aime énormément être avec l'humain. Enfant, je me suis beaucoup tu pendant longtemps. Je n'avais pas le droit à la parole. Je devais rester dans mon... tu vois, c'est au niveau de l'éducation, de l'environnement, tu vois, que l'on mémorise. Je devais rester dans mon coin. J'étais plus emprisonné que libre aussi. Donc, sûrement que ce sentiment de liberté, tu vois, aussi, il vient de là. Et puis aussi, tu as t'as l'identification à l'histoire de l'île où tu as vécu aussi. C'est une île qui a vécu plusieurs envahisseurs sur des siècles et des siècles, il y en a plus de 22. Donc, il y a un grand sentiment de liberté aussi et d'autonomie et de responsabilité commune sur cette île. Donc, il y a tout un mélange, en fait, si tu veux, mais je pense que c'est aussi le phénomène de l'environnement familial qui m'a amené aussi à vouloir à un moment donné dire ok, maintenant je me positionne, je prends ma place. Et bien souvent je me suis brûlé les ailes, hein, au travers de cette pseudo-liberté, parce que la pseudo-liberté peut t'emmener aussi à te brûler les ailes parfois, bien souvent, et c'est là où tu te dis ok, ta pseudo-liberté peut aussi t'enfermer en fait, hein. Et c'est pour ça que quand on parle de liberté, il y a toujours l'emprisonnement qui arrive, hein, de suite, parce que c'est son antonyme, ça va avec, hein, c'est comment dirais-je, d'un côté de la pièce, on a la liberté, de l'autre, on a l'emprisonnement, et on a la possibilité d'être sur le contour de la pièce et de vivre dans une gestion consciente, en fait. Donc, parce qu'au prix de la liberté, je me suis souvent brûlé les ailes. Et ça a été des bons enseignements pour moi, justement, pour aller voir ce qu'il y avait en dessous, au prix de la liberté, qu'est-ce qu'il y avait en dessous qui vibrait comme information, qui était assujetti à cette pseudo-liberté que j'avais besoin de transformer. Donc oui, l'atelier m'a amené à me rencontrer, parce que ce sont des centaines et des centaines, en plus de 15 ans de process de coaching, c'est des centaines de personnes qui étaient des reflets de moi-même et qui m'ont permis, si tu veux, de pouvoir me repositionner dans une écoute quand tu es avec 25-30 personnes, parce que tu es limité au niveau du public, hein, quand tu es dans ce processus de laboratoire d'acteurs professionnels, parce qu'il y en a certains qui ont joué dans ce laboratoire, dans des productions nationales, dans des productions internationales, avec Tarantino, avec De Palma. Donc j'ai été vraiment, confronté à un public différent et des gens qui étaient aussi à haut niveau. Donc, et c'est ce que je voulais aussi moi-même, avoir des standards et un haut niveau d'apprentissage et de professionnalisme dans mon atelier. Ça, pour moi, c'est très important. Et quoi qu'il en soit, dans un atelier comme de théâtre, comme ailleurs. Et si tu veux, ça m'a amené à me rencontrer, parce qu'à chaque fois que tu es avec 25-30 personnes et que tu es dans un espace c'était des masterclass qui duraient 3 semaines, 10 heures par jour, non-stop, tu avais juste 2 jours de pause, c'était 2 dimanches sur les 3 semaines d'affilée. Donc tu as toujours des flèches qui arrivent vers toi, tu vois, parce que tu es celui qui, quelque part, qui propose une technique, une méthode, et que tu mènes la barque, tu es le leader pendant 3 semaines, tout en invitant chaque acteur à être son propre leader, à être l'acteur déjà de sa propre vie,
pour aussi l'être sur scène, parce que c'est toujours ce que j'ai dit aux acteurs, soyez d'abord l'acteur de votre propre vie, pour aussi l'être sur scène et de la meilleure des façons, parce qu'on a tous ce côté leader en nous. Donc si tu veux, oui, ils m'ont permis de me rencontrer, parce que quand il y a des flèches qui arrivent, des certaines piques, des réflexions, et que ça vient, ça pique, tu te dis, ah ok, alors tu continues ton job, tu vois, tu continues ton job jusqu'à la fin de ta journée, puis en même temps que tu continues, tu te poses la question, mais pourquoi, qu'est-ce que ça est venu toucher en moi? Qu'est-ce que ça a éveillé en moi? Et là, tu commences à rentrer dans un processus d'identification de pourquoi c'est venu te déranger à ce moment-là. Parce que si c'est venu me déranger à ce moment-là, c'est que moi-même, eh bien, ce que l'autre pouvait envoyer comme verbe, comme parole, et qui à ce moment-là sont des reproches ou des accusations, à des degrés différents si tu veux, ou des contre-indications, ils ne vont pas dans le sens de ce que tu pourrais proposer, eh bien ce qui se passe, c'est que ça vient te toucher jusqu'à pouvoir aussi transformer, poser conscience et transformer cela. Et là, ça te permet, dans ton processus de coaching, tu t'aperçois que de plus en plus, tu te détaches. Tu te détaches, il n'y a plus d'attente vis-à-vis du public, il n'y a plus de dépendance par rapport à un résultat, c'est simplement le chemin qui est le processus, et toi-même, ton approche et ton partage se bonifient et devient de mieux en mieux, parce que de masterclass en masterclass, de mois en année, tu t'aperçois que tu rencontres le même genre de personnes qui t'envoient les mêmes réflexions et tout, mais ça te vient même plus t'affecter parce que tu t'es complètement... Tu as identifié l'information qui pouvait venir à un moment donné te toucher, tu l'as identifié, tu en as pris conscience, tu as transformé, donc tu as changé intérieurement, donc ça ne vient même plus te toucher, donc tu es détaché en fait. Et bien souvent, quand les jeunes coachs commencent dans leur carrière, et c'est ce que l'on peut aussi voir en ce moment, parce que le milieu du coaching est en plein essor, en pleine expansion en ce moment-là. Et ce qui se passe, c'est que les premiers temps, ces personnes-là sont très, et moi j'y suis passé aussi par cette étape-là, sont très attachés aux résultats de leurs clients. Et il arrive à un moment donné dans leur processus où ils vont vivre des expériences qui vont eux-mêmes se remettre en question par rapport à leurs clients et qu'ils vont se détacher du résultat en fait. C'est ce que je pourrais conseiller à tout le monde. Détachez-vous du résultat. Le résultat, c'est le process. C'est ce qui nous emmène à un résultat, parce que les résultats sont toujours, comment dirais-je, c'est la vie, c'est la créativité, ce dont on parle. Et là, on est vraiment dans l'essence de ce que l'on peut rencontrer chaque jour dans notre vie, mais même aussi de façon professionnelle. C'est qu'il n'y a pas de résultat en soi. Bien sûr qu'il y a un résultat, il y a un objectif où on veut aller, mais ce n'est pas de cristalliser cet objectif-là, c'est de se laisser vivre et de respirer aussi avec la vie et le vivant, et simplement d'expérimenter et de pouvoir vivre ce résultat, mais dans le process. Et là, on se détache du regard de l'autre, on se détache du résultat, on se détache qui nous regarde, qui nous disent « Ah ben, t'es le plus beau, t'es le meilleur, t'es ceci, t'es cela ». Voilà, tout ce qui va avec, en fait. Et on a une profondeur de champ par rapport à ce que l'on peut justement proposer, et parce qu'on a aussi une diversité et la connaissance de comment fonctionne l'écosystème de création de l'expression, de la communication, en tout cas pour un être humain. Là, en l'occurrence, c'était pour un acteur, mais c'est pour un être humain aussi. Et comment nous créons aussi notre réalité. Et ça, c'est formidable, parce que dès qu'on prend du recul, eh bien, on a la possibilité justement de se détacher de tout ça et de pouvoir vivre le process avec plus de joie et de bien-être, bien entendu. Exactement, oui, bien sûr, c'est initiatique, c'est un chemin qui m'a permis justement de me rencontrer au travers de ces centaines et centaines de personnes, en fait. Et gratitude à toutes ces personnes qui m'ont permis de me rencontrer. Bien sûr, c'était un échange. Moi-même, je leur ai apporté ma connaissance sur toutes ces années, en fait, si tu veux. Mais ils m'ont apporté aussi le fait moi-même de me rencontrer, de descendre au plus profond de moi. En fait, dans ces ateliers-là, en tout cas dans cet atelier spécifique, il y a toujours une préparation physique de l'instrument, parce qu'on a un acteur c'est comme un être humain, c'est exactement pareil. Hein. Lorsque les êtres humains auront compris qu'ils doivent se considérer comme des sportifs, des athlètes de haut niveau, au travers de leur communication, de leur expression et de la création de leur réalité, eh bien, il y aura de plus en plus de gens qui pourront vivre dans un bien-être en fait, et qui ne subissent pas en pilotage automatique leur mental qui vient là en permanence les maltraiter en fait. Et ce qui se passe, c'est quand je parle du mental qui vient maltraiter au travers de l'information, le mental en fin de compte, lui, il fait son job.
il projette l'information. Le mental, c'est un projecteur d'information qui nous permet c'est un instrument qui nous permet de créer notre réalité. Mais tout dépend de l'information qui arrive au travers de ce mental. Donc nous sommes responsables de ce traitement de l'information. Bien sûr, un enfant, il arrive dans un environnement, il n'est pas responsable de ce qu'on va lui donner. Il accueille pour différentes raisons, et il va s'identifier à cette information, et il va s'associer et créer sa vie après avec. Et il crée sa réalité de chaque jour, dans son process de vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on se dit, ok, ben là j'ai vécu ceci, cela, eh bien je dois aussi, à un moment donné, me prendre en charge, me prendre en main, et il y a des processus qui existent et qui peuvent me permettre de clarifier l'information qui passe au travers de mon mental et de pouvoir générer et régénérer ma vie et de vivre, si tu veux, de la meilleure des façons. Et il en est de même pour l'acteur, en fait. Et l'acteur, quand il arrive, eh ben, il y a certains, tu sais, tu as certaines personnes qui, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils jouent au théâtre et qui arrivent et qui te disent « Bon, ben, écoute, Eric, j'ai entendu parler de ton atelier. Je sais pas, je prends plus de plaisir dans mon jeu d'acteur, parce qu'au théâtre, je me cache, le premier spectateur, il a 10 mètres de moi, je fais qu'interpréter, je vis rien du tout, je suis dans ma tête, je suis bloqué dans mon corps, et ça, je suis bloqué dans mon corps, je suis dans ma tête, j'exprime pas mes émotions. Tu le retrouves dans la vie chez les gens, en fait, tu vois. Tu vas à un vernissage, tu vas dans une soirée, à un pot entre collègues, ou où tu veux, hein. Tu vas rencontrer des gens qui sont déjà dans cet état-là, et d'ailleurs, si aujourd'hui le monde ne va pas si bien que l'on pourrait penser, hein, parce qu'on peut se faire des plaisirs très rapidement, mais au niveau de soi et de notre expression, de notre communication et de notre prise de parole, ben, le monde ne va pas si bien. Parce que lorsque moi je reçois des coups de téléphone ou je discute avec des personnes, eh bien j'ai exactement les mêmes symptômes qu'un acteur. Pourquoi? Parce qu'un acteur c'est un être humain, mais quand il arrive, il a exactement les mêmes symptômes qu'une personne qui justement une personne qui n'est pas acteur et qui est un père, une mère de famille, un chef d'entreprise ou ce que tu veux, un entrepreneur, peu importe le secteur d'activité où tu vis. Donc c'est rempli de blocages, c'est rempli de résistances. Pourquoi? Parce que ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous l'apprend pas dans notre famille. On ne nous apprend pas qu'est-ce qu'est notre écosystème d'expression de l'être humain. Parce qu'on a, dans notre écosystème d'expression de l'être humain, on a toute cette partie invisible qui est non manifestée, qui est quoi? C'est la conscience que nous sommes, c'est l'être, l'âme, tu lui donnes le mot que tu veux. Ensuite, elle est constituée de quoi? D'énergie, elle est constituée de pensées, et dans ces pensées, on a mémorisé de l'information. Mais tout ça, c'est pas palpable, ça fait pas partie du réel, c'est réel, oui, mais c'est pas physique. Comme je touche mon corps, comme on peut se toucher. Et ce qui se passe, ça, c'est une partie de l'écosystème de l'expression, de la communication. Mais ensuite, tu as cette deuxième partie qui, d'un coup, qui se manifeste au travers de quoi? Ben, après la pensée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les émotions. Les émotions, et je vais percevoir aussi des sentiments. Alors, les sentiments, c'est aussi dans la partie... ça fait partie des perceptions, on pourrait dire, c'est dans le premier écosystème, celui qui est invisible. Hein, les sentiments, c'est le rapport au cœur. Mais on va aussi le traduire, ce sentiment, avec justement ce rapport au cœur, au corps, parce qu'on le sent dans notre cœur. Hein. Le sentiment, c'est ce qui est relié directement à l'être. À l'âme, c'est relié au cœur. Et ensuite, tu as les émotions, les sentiments, eh bien, tu as les attitudes, les comportements et le verbe. Et là, ça se manifeste. Et lorsque ça se manifeste au travers d'une information dissonante, de mécanismes mentaux qui emmènent la dissonance dans les relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, peu importe, déjà avec soi, parce que c'est la façon dont on se traite soi-même au sein de notre propre relation qui va venir coloriser le reste des domaines de vie. Hein. Donc ce qui se passe, c'est que ça se manifeste dans cet espace-là, et lorsque ça se manifeste, eh bien, si tu n'as pas conscience de ce qui se manifeste, eh bien, tu vas subir ta vie, et tu es dans un système de survie. Donc l'acteur, quand il arrive et qu'il te dit ben, « je vais arrêter ma carrière ben, », tu lui réponds ben, « écoute, si tu dois arrêter ta carrière, tu vas arrêter ta carrière, ça va être ta propre décision, mais nous, pour autant, on va travailler pendant 3 semaines. Tu vas faire ta passion, tu vas t'exprimer, tu veux communiquer, c'est ce que tu as envie de faire. Donc, automatiquement, il va rentrer dans un process où il va expérimenter des exercices qui vont lui permettre justement de revenir à lui-même, à soi, de lâcher le monde du mental pour revenir dans le corps, se reconnecter à ses émotions. Et puis à ce moment-là, c'est une partie de ce que l'on fait dans cet atelier, c'est de revenir dans le corps, revenir avec ses émotions, se réouvrir à soi. Qui dit se réouvrir à soi, c'est aussi se réouvrir à certaines pensées qui sont conflictuelles. Ça veut dire se réouvrir à certaines pensées qui sont des jugements. Ça veut dire se réouvrir au regard des autres. À un moment donné, faire le travail sur le regard des autres. Donc si tu veux, c'est un travail qui se fait dans l'instant et c'est hyper puissant parce que comme disaient mes 2 mentors, Jack et Bob, ces 2 Américains,
you make a breakthrough, tu fais des percées de vérité. Et ça c'est formidable. Et c'est pour ça que je me réjouis dès le mois de septembre-octobre de revenir en présentiel à Paris lors d'un séminaire de 2 jours. Je me réjouis de ça. Ça fait très longtemps, ça fait 2 ans que je ne suis pas revenu et j'ai hâte de me retrouver avec un groupe en présentiel et de pouvoir proposer justement le processus UPA, mais au travers de ce processus d'énormes exercices qui permettent à chaque être humain de se réouvrir. Parce que si tu approches en théorie une méthode et que ça reste au niveau de l'intellect et du mental, ah oui, tu vas sentir 2-3 émotions et tout, c'est pas suffisant en fait. Tu as besoin de t'ouvrir, c'est pas suffisant, on a besoin de s'ouvrir. Donc il y a toute cette partie, si tu veux, au niveau corporel, l'ouverture et tout ce que je viens de citer. Et ensuite, dans ces ateliers, tu avais tout ce qui était en lien avec la psychologie du personnage. On a besoin de connaître la psychologie du personnage une fois qu'on est libre aussi pour intégrer la psychologie du personnage. Et comme les êtres humains ont besoin de savoir comment ils fonctionnent au niveau de leur psychologie, au niveau de la psyché, mais au niveau de, moi j'appelle ça la BDI, la banque de données informationnelles. Et tous les personnages de cinéma ou de théâtre, ils ont leur propre histoire de vie. Parce que qu'est-ce qu'on fait au théâtre ou au cinéma? On rejoue la vie, en fait. Hein. Les premiers acteurs, c'était des hommes de foi qui allaient jouer dans la rue. On appelle ça les jeux de mystère. Et il y a des siècles en arrière, c'était les premiers acteurs, en fait. Ils allaient dans la rue pour montrer aux gens, mais regardez ce que vous vivez. Et c'était un recul. Hein. Déjà, les gens, ils avaient la scène sur eux, ou sur l'écran du film de leur vie, ils voyaient des scènes qui se jouaient. Et tu sais que le cerveau ne fait pas de différence entre une personne que tu vois de façon physique, toi tu vas la faire dans ta présence dans le moment, parce que tu vas avoir le contact. Mais le cerveau, lui, ne fait pas de différence entre une image que tu vois en direct, ou une image que tu vois en différé, ou une image que tu vois sur un grand écran de cinéma ou la télé. Tu vois? Ou là, lorsqu'on est ensemble, oui, tout à fait, lorsqu'on est ensemble, c'est exactement la même chose pour le cerveau. Donc, c'était eux les premiers acteurs. Et ils venaient montrer aux gens, regardez ce que vous faites, regardez comment ça joue chez vous. Donc, dans cette deuxième partie d'atelier, tu avais toute la science pour justement aller chercher l'identification de l'information qui crée le mécanisme mental et qui crée aussi, bien sûr, les blessures, qui crée, comment dirais-je, qui vont créer les divisions, les attitudes, les comportements, donc les besoins, les dépendances, les manques. Et on travaillait sur tout cet aspect, cet aspect psychologique et aussi sur le découpage des scènes afin d'avoir des objectifs, des intentions, des enjeux, parce que la vie d'un être humain, c'est à 90%, 100% des intentions. Une intention, c'est une action dirigée. Tous les êtres humains veulent quelque chose. Ils dirigent des actions pour pouvoir se réaliser, se rencontrer, donc ils ont des objectifs, ça c'est clair. Tout le monde devrait savoir ça, mais peu de gens le savent, peu de gens. Donc c'est aussi ce que l'on partage dans le process UPA, au-delà d'informations qui sont capitales pour prendre conscience de cet écosystème de création de la réalité qui est invisible, mais aussi qui est visible dans la matière, qui se manifeste au travers de notre réalité physique en fait. Donc oui, dans cet atelier, c'était un atelier très complet et d'ailleurs qui permettait à certains de venir me dire, mais tu sais, Eric, mon jeu d'acteur devient de plus en plus puissant parce que je suis de plus en plus libre, de plus en plus conscient sur scène, parce qu'on a des acteurs qui sont conscients sur scène, ils sont conscients de ce qu'ils font, tout en étant dans un lâcher-prise, sans rien contrôler en fait, parce que l'être humain, il est en permanence dans le contrôle, et lui, l'acteur, il a travaillé pour être justement sans filet en fait, en lâchant prise, pas de contrôle, pour pouvoir prendre toutes les émotions qui arrivent, les impulsions, pour amener justement cette justesse de jeu au personnage et diversifier les propositions à un metteur en scène ou à un réalisateur. Donc nous, c'est toujours pareil, hein, on peut faire le lien avec la vie, c'est de nous proposer à nous les meilleures dispositions dans le moment présent pour amener cette diversité d'être, et pas d'être dans le contrôle en permanence. Donc il y a vraiment un lien à être un acteur sur scène, et je leur disais, soyez l'acteur de votre propre vie avant d'être sur scène, et nous-mêmes, en tant qu'hommes et femmes, chez nous, sans parler d'acteurs, de toute manière, tous les êtres humains jouent des jeux, hein, on sait très très bien, hein, et ce qui se passe, c'est non pas de se défaire, mais de prendre conscience des jeux de rôle qu'on pourrait interpréter dans telle ou telle situation, telle ou telle séquence de vie. D'ailleurs, c'est pour ça que les personnes vivent en permanence des cycles et des séquences qui se répètent. Ils revivent les mêmes histoires,
que ce soit en famille, en amour, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'ils jouent des personnages, ils jouent des rôles. Donc, dès on a identifié ça, on prend conscience, on dissout, on transforme, eh bien, on passe à autre chose, en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que on se permet de respirer. On est beaucoup plus présent dans cet instant, et c'est un instant qui commence à s'expandre, en fait. C'est de l'expansion. Notre conscience, elle est plus focalisée sur des problématiques, sur des mécanismes, sur de l'information qui vient brouiller la fréquence, notre onde, notre vibration. Eh bien, on est de plus en plus relaxé, on est de plus en plus présent, et on est les créateurs de notre propre réalité. Hein. C'est libérer votre créativité, c'est libérer l'auteur, le créateur, le producteur et l'acteur de votre vie, en fait. Soyez le propre acteur de votre vie. Et là, c'est possible. Mais bien sûr, c'est possible à 100%. Et moi, je le vois bien avec les personnes que j'accompagne. Donc, c'est un atelier très complet et c'est ce qui va se passer aussi dans les présentiels avec le grand public que je me réjouis de retrouver très bientôt. Bien sûr que j'ai continué à me former. J'ai continué à me former déjà lorsque j'ai vu que je me modifiais moi-même dans mon training, parce qu'en même temps que j'avais mon studio ouvert, j'allais continuer à m'entraîner et à garder ce niveau d'expression, de communication, de verbe, de fluidité émotionnelle, d'élasticité émotionnelle, parce que ce que tu n'entretiens pas, à un moment donné, tu le perds. Moi, je sais que je cours beaucoup. Si à un moment donné, je m'arrête de courir pendant 3-4 semaines, eh bien, ma capacité pulmonaire va changer. Sur le long terme, eh bien, je vais courir moins. On le voit bien que dès qu'on arrête de prendre soin de soi, c'est pour ça que je disais les personnes doivent se considérer comme des athlètes, des sportifs de haut niveau. Et au niveau de la communication et de l'expression, ça demande aussi une considération, de se reconsidérer soi-même, pour soi, sans attendre qu'on nous considère, hein, tu vois, à l'extérieur. Donc oui, bien sûr, je m'entraînais au travers de différentes approches de jeu encore, hein, avec mes deux mentors, parce que j'allais pour m'entraîner, pour bonifier aussi le regard et échanger avec eux aussi mon processus, mes avancées. Mais je me suis aussi ouvert bien sûr, à tout ce qui est énergétique, les soins, la réflexion, si tu veux, le yoga, la méditation. J'ai commencé aussi au travers de cette communauté d'acteurs, il y a beaucoup de gens qui ont compris que, d'ailleurs c'est ce que je faisais, moi je proposais lors de mes ateliers dans les échauffements des mouvements bioénergétiques pour ouvrir la structure, pour faire circuler les énergies, parce qu'un acteur a besoin d'avoir beaucoup d'énergie dans le corps. Il a besoin d'être relaxé avec beaucoup d'énergie pour pouvoir projeter, pour pouvoir vibrer l'intention de jeu. Parce qu'on ne la dit pas, l'intention de jeu, c'est simplement les dialogues qui vont porter l'énergie et l'intention de jeu, ce que l'on veut de l'autre dans la scène. Et c'est pareil pour le théâtre, c'est pareil pour la caméra. La caméra elle a besoin d'être nourrie énergétiquement. Donc ils ont toute cette approche de mouvement bioénergétique, de visualisation. On travaille beaucoup la visualisation avec les acteurs. On travaille aussi le processus des blessures qui a été mis au jour par John Pyriakos. Et moi, c'est un de mes deux mentors qui un jour m'a donné un carnet avec toutes les blessures qui existaient. Alors eux, ils en avaient 7. Et John Pyriakos, je ne me souviens plus trop le nom justement de son mentor, qui était un psychiatre américain, je ne sais pas, c'est Willem, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est ce groupe-là de personnes qui ont émergé, qui ont fait émerger des blessures. Et il y avait dans les ateliers d'un de mes mentors, une personne qui travaillait directement dans l'art-thérapie avec John Pyriakos. Donc c'est ce système de blessures aussi et de comportement et d'attitude qui se retrouve au travers de ces blessures, eh bien c'est dans le monde théâtral depuis très longtemps en fait. Hein. Ça remonte déjà au moins à 40 ans. Donc ils ont tout ce processus pour justement interpréter un personnage. Et tu en as certains qui le prenaient pour eux aussi, donc ça les faisait avancer dans leur vie, parce que certains me disaient « Eric, ça me fait avancer dans ma vie, c'est énorme ». Et d'autres, ils voulaient être juste là, avoir des techniques et devenir des stars. Leur vie, ils voulaient pas aller toucher ceux qui avaient besoin à ce moment-là de pouvoir être transformés, en fait. Parce que le jeu d'acteur peut devenir aussi une initiation pour certains. Oui, tout à fait. Oui, j'ai vécu une transition professionnelle. Et dans cette transition, je me suis repositionné. Et c'est aussi arrivé à un moment donné où
où j'ai perdu un enfant, mon premier enfant. Et ce qui se passe, c'est que ça a relevé, et je me suis questionné vraiment sur qui je suis un peu plus en profondeur, qu'est-ce que je fais, où je vais, quelle va être la suite de ma vie. C'est venu me bousculer, j'avais besoin d'être aussi, à ce moment-là, tu vois, à nouveau appelé à une autre dimension encore plus profonde. Donc j'ai mis un temps des personnes en avant dans l'organisme de formation pour continuer à vivre. Et ensuite, j'ai impulsé une retraite. Je suis totalement sorti du système pendant plus de 6 ans, afin de me rencontrer un peu plus profondément dans ma présence au sein de cette activité de retraite méditative. Et comment j'ai vécu cette retraite, c'est une sacrée aventure, parce que quand tu te dis tu vas sortir du système, tu ne te dis pas que tu vas sortir du système pendant 1 an, 2 ans, 6 ans, tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu prends le temps, par contre, de te rencontrer au plus profond. Et comme tu n'as pas un temps déterminé, eh bien, tu es dans le processus. Tu es dans le processus. Et ce qui se passe, c'est que je l'ai vécu de façon différente. J'ai été des périodes de temps à Paris, j'ai été des périodes de temps à l'étranger, dans différents pays, j'ai voyagé, j'ai rencontré différentes écoles, différentes communautés, différents publics, aussi dans leur processus spirituel. J'ai vu comment les écoles fonctionnaient, comment ça pouvait se passer dans une école, comment les gens pouvaient aussi à un moment donné rester toute leur vie dans une école ou un ashram ou ailleurs. Enfin, j'ai exploré pas mal de choses, et pour ma part, ça c'est au niveau de la forme que je te parle, et pour ma part, d'un point de vue personnel, eh bien, j'ai eu ce grand élan de partir et de me retrouver dans ma méditation, parce qu'à ce moment-là, lorsque j'ai pris cette décision, je commençais à méditer déjà 3 à 4 heures par jour, et je faisais au moins 1 heure de yoga mouvement, 1-2 heures par jour. Et ce qui se passe, c'est que ça a augmenté avec le temps de plus en plus, de plus en plus. Et tu sais, une retraite, c'est quoi en fait, si je dois synthétiser le process, c'est l'expérimentation, c'est l'exploration de cet écosystème qui est le mouvement de l'esprit en fait. C'est de respirer à l'intérieur et de pouvoir aussi se poser et d'écouter le mouvement de l'esprit et le mouvement de l'information qui vient et qui nous traverse au travers de cet espace du mental, qui est une interface qui est magnifique, le mental, on en a besoin, mais tout dépend, parce qu'on est sur Terre, l'être humain aura toujours une personnalité, il sera toujours un être humain tant qu'il est sur Terre et que l'humanité est là, et il aura toujours un mental. Le mental, c'est une interface qui te permet de créer ta réalité. Mais tout dépend à quoi est invité le mental. Tout dépend à quoi est invité le mental et quelle information aussi voyage, traverse aussi est projetée au travers de cet espace qui nous permet de créer notre réalité. Donc là, tu rentres dans un processus d'identification de comment fonctionne l'esprit et de comment toi-même à l'intérieur tu fonctionnes et ce que tu vis à l'intérieur. Donc ça, je suis passé par des moments très difficiles, je suis passé par des moments de souffrance, je suis passé par des moments aussi de douleur, parce que lorsque tu as des informations qui sont la genèse de ta douleur et de ta souffrance, de tes mécanismes mentaux, de tes attitudes et de tes comportements que tu peux avoir au sein de tes relations les plus proches, que ce soit le couple, la famille, les enfants, ceci, cela, en fait, tu vois, dans la diversité de la communication et de l'expression que l'on peut avoir dans la vie au quotidien, eh bien, tu t'aperçois que beaucoup de gens me disent « Ah, si je pouvais partir comme toi 6 ans en retraite », je dis « Ben oui, mais écoute, vas-y, déjà donne-toi l'opportunité ». Moi, je me suis donné l'opportunité, et ce qui se passe, c'est que tu as des moments de grâce, de joie. Il y a des moments où tu explores les mécanismes de l'esprit en tant que conscience. Eh bien, tu es là, et tant qu'encore tu es associé, identifié à l'information, eh bien, tu la vis dans sa douleur, dans sa souffrance, jusqu'à t'en détacher, jusqu'à ne plus répondre à l'information. Alors tu as le moyen de focaliser ton attention dans l'instant sur
une présence, une respiration bien précise, afin de laisser ce bavardage mental se dissoudre par lui-même. Ça, c'est un chemin. Ou alors, tu as aussi le chemin où tu es dans ce processus-là, mais tu rajoutes aussi le fait d'identifier l'information. D'identifier l'information et de pouvoir aussi voir ce qu'elle génère au niveau de la pensée, au niveau des émotions, des attitudes et des comportements, et le fait d'accepter aussi ce qui est un paradoxe chez toi que tu ne veux pas accepter. C'est comme je me suis identifié, associé pendant un temps à ces informations, eh bien, il y a aussi une partie de la personnalité qui est aussi cette information-là, parce qu'elle est identifiée, mais elle est identifiée sur un niveau de conscience. Donc, lorsque tu la prends à ton compte, en toute responsabilité, en toute créativité et en autonomie, sans dire ceci ou cela, parce que là tu es en retraite, hein, tu n'as plus personne qui vient te dire ou provoquer chez toi des réactions. Hein. C'est ce que tu as en toi qui émerge, c'est ce qui est en toi qui sort, ça s'évacue. Alors tu fais en sorte aussi de prendre conscience, de transformer et aussi de transformer au niveau corporel, au niveau émotionnel, de pouvoir laisser et d'accepter aussi que dans ta structure, tu as aussi cette information qui était là, qui était sous-jacente, de façon consciente ou subconsciente, hein, en général c'est subconscient, donc il te parle parce que le subconscient lui aussi il veut exister, parce qu'il existe de façon simultanée avec le conscient, donc il te balance l'information, et quand tu es en retraite, ça veut dire que tu es en retrait du monde. Tu es en retrait du monde, et être en retrait du monde, c'est mourir au sein de ce monde, et aussi toi-même au travers de toi-même, mais quand je dis mourir, ce n'est pas physiquement, c'est mourir au travers de l'association et de l'identification informationnelle. Donc ce qui se passe, c'est que c'est aussi engager un processus on pourrait dire, de résurrection, si tu veux, tu vois, comment dirais-je, qui te permet justement d'évacuer, mais d'évacuer en conscience. Pas juste, ah ben non, je repousse, tu vois, je repousse, je ne veux pas regarder. Non, non, là tu es face à toi, à toi-même. T'as plus monsieur, t'as plus madame, t'as plus ta compagne, t'as plus un tel ou un tel à qui tu vas dire, ah c'est toi, c'est toi. Non, non, ah c'est quoi qui arrive. Donc tu es avec toi donc le processus de la retraite, c'est de grande joie, c'est de grande grâce, mais au départ aussi c'est de grande identification et aussi de la douleur, de la souffrance, et qui te permet de pouvoir, comment dirais-je, évacuer aussi toute cette information qui est conflictuelle. Oui, comme tu dis, c'est un accouchement de soi-même en fait. C'est se révéler à soi, c'est se découvrir et c'est revenir dans cet espace, dans cette présence qui n'est plus assujettie à de l'information à laquelle tu vas t'associer et t'identifier et partir dans tous les sens et créer ta réalité de fiction en fiction à partir tu vois, de cette BDI, hein, cette banque de données informationnelles à partir de laquelle tu vas créer de l'illusion et une vie illusoire, mais qui pourtant est bien réelle dans notre vie. Parce que c'est tellement magique, la vie sur Terre, c'est tellement magique comment se manifeste ce monde de la perception, ce monde de l'information, ce monde de la pensée, ce monde de l'énergie, du côté invisible, jusque dans le visible et dans la matière. Donc ça, c'est vraiment très puissant en fait. Donc c'est pour ça, on le vit jusque dans notre chair. Et le fait aussi d'identifier cette information, ça libère. Donc tu as des processus, tu sais, de pression et de dépression. C'est comme l'océan, c'est la marée haute, c'est la marée basse. Donc tu as des moments où tu transformes et derrière tu vas avoir un grand calme. Donc automatiquement, qui dit ouverture et grand calme, bien, tu vas avoir un regain d'énergie parce que tu as laissé la place aussi dans ta structure physique. Tu descends de plus en plus dans ton corps, tu descends de plus en plus dans ta présence. Tu as l'énergie qui circule, l'énergie qui est là, et jusqu'à ce que tu aies encore certaines informations encore à prendre conscience, transformer pour amener le changement, cette expansion de conscience qui te permet de t'installer de plus en plus dans ta présence. Donc de grands moments de grâce aussi. Je revenais du Gange, hein, parce qu'en altitude aussi, tu as le Gange qui est propre, où tu peux prendre des bains. J'étais descendu prendre un bain dans le Gange et j'étais remonté avec comment on appelle ça, une sorte de tissu orange autour de la taille,
avec un t-shirt, il m'a regardé, j'avais les cheveux mouillés, il m'a regardé, il m'a dit « Eric », en anglais, il m'a dit « T'es pas indien, alors rentre chez toi. Il y a plein de gens qui t'attendent là-bas, tu as des choses à faire. Ça fait longtemps que tu es là, maintenant tu peux rentrer chez toi. » Et ce qui se passe, c'est que c'était intéressant en fait. Mais j'avais déjà, c'était rigolo parce que c'est un moment encore de synchronicité. Et ce jour-là, sur le sable, au bord du Gange, en sortant de l'eau, j'avais déjà pris la décision de rentrer. Et pour moi, c'était important de pouvoir rentrer aussi. Et de continuer mon processus. Parce que ce que tu sais, quand tu es en méditation et qu'à un moment donné, tu commences à méditer des 4, des 5 heures, des 10 heures, des 12, 15, 16 heures par jour, avec des 3-4 heures de yoga, c'est exactement comme un sportif de haut niveau qui va s'entraîner tous les jours pour, entre guillemets, pour jouer ses matchs et être performant. Mais là, c'est même plus une performance de ceci ou de cela, mais c'est un entretien en fait. C'est un mode de vie que tu as mis en place à un moment donné, et à ce moment-là, comment dirais-je, lorsque tu reviens dans le système, parce que c'était ça ta question, lorsque tu réapparais dans une grande ville ou une plus petite ville d'abord au bord de l'océan, eh bien tu te permets de revenir déjà dans une communauté, un autre écosystème. Et lorsque tu reviens à Paris, eh bien c'est foudroyant, hein, pour dire la vérité, c'est foudroyant parce que tu t'aperçois que les êtres humains, et je parle d'un degré de violence que tu peux rencontrer tous les jours dans la rue, c'est-à-dire qu'au travers de leur attitude, de leur comportement et de leur façon de se mouvoir et de communiquer, ils sont déjà à un niveau de violence qu'eux-mêmes n'ont même pas conscience. C'est devenu quotidien, c'est devenu habituel en fait. Et lorsque tu arrives, tu es totalement ouvert à toi-même, donc aussi à ton environnement, il y a vraiment un choc. Il y a vraiment un choc. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de revenir d'une retraite de plus de 6 ans pour se voir de ça. Hein. Lorsqu'on vit en province, dans une petite ville, à la campagne ou au bord de l'océan, quand on arrive dans une grande ville, ben on s'aperçoit que l'énergie, c'est pas la même. Hein. L'énergie de Paris, c'est pas la même énergie que l'on peut trouver déjà dans une moyenne ville en centre de France ou au bord de la Méditerranée, au bord de l'océan. Déjà, les rythmes ne sont pas les mêmes. Donc, imagine, lorsque tu reviens d'une retraite, oui, c'est très... ça te secoue, oui. Ça te secoue et en même temps, ça te ramène au fait de dire, OK, comment moi-même je vais me positionner vis-à-vis de ça, puisque je suis conscient et c'est mon retour et j'ai décidé d'être là, c'est de continuer à pouvoir prendre soin de soi au niveau d'activités sportives, activités méditatives. Et bien sûr, depuis que je suis revenu, j'ai repris de façon naturelle les accompagnements, ce à quoi j'étais bien sûr formé. Hein. Alors ça a pris une autre forme parce que on pourrait dire, oui, j'ai repris le coaching, mais en fin de compte, ce sont des accompagnements. Il y a du mentoring, il y a du coaching, il y a de l'accompagnement. C'est toute une diversité, à un moment donné, comment dirais-je, d'intentions que tu adoptes vis-à-vis de la personne dans les accompagnements, où à un moment donné, tu es le coach stratégique, technique, à un moment donné, tu es le mentor avec ton expérience et ton recul, avec toutes ces années et toute ton expérience au niveau de l'écosystème de l'expression, de la communication, de la prise de parole. La prise de parole en public, j'en ai fait pendant 17 ans, donc pour moi c'est quelque chose de très commun. Donc si tu veux, et en plus de toute cette expérience et cette exploration de l'esprit et de ses fonctionnements, avec l'énergétique, bien on va dire que ça amène un regard nouveau, et depuis que je suis revenu, je suis reparti en accompagnement et je me suis fait un plaisir de pouvoir aussi moi-même mettre en application et partager au travers du process UPA que j'ai écrit, que j'ai couché sur le papier, d'accompagner toutes ces personnes et qui ont des résultats très rapides en fait. Je veux dire, un accompagnement, c'est entre 3 et 4 mois. Et entre 3 et 4 mois, tu t'aperçois qu'il y a des moments de présence mais vraiment énormes chez ces personnes-là qui prennent conscience d'un fonctionnement, d'un écosystème d'expression, de communication, de prise de parole, de gestion émotionnelle et justement conscience de comment on fonctionne. Comment on fonctionne. La plupart des gens me disent « Ah mais pourquoi je ne sais pas, pourquoi je ne suis pas au courant de ça? Pourquoi on ne me l'a jamais dit ?» C'est si simple.
Et oui, parce qu'on aurait tendance à aller contre le flot de la vie. On va dans la vie à contre-tendance. Et aller à contre-tendance, à un moment donné, c'est comme celui qui trade en bourse, qui parie en bourse sur des actions, mais qui trade à contre-tendance. Il a beaucoup plus de chances de perdre son argent que de gagner de l'argent s'il va avec la tendance. Qu'elle soit, comment dirais-je, dans un marché haussier ou marché baissier. Mais là, c'est pareil, en fait. Les personnes me disent, mais pourquoi on ne m'a pas appris ça? Pourquoi non, ça, on ne vous l'apprend pas dans les familles, on ne vous l'apprend pas à l'école, parce que c'est aussi la science de l'esprit, et on a besoin de pouvoir aussi être aussi aux côtés d'une personne qui a, que ce soit moi ou d'autres personnes, bien entendu, hein, qui a expérimenté aussi ce processus de l'esprit et comment il fonctionne, afin de permettre justement de pouvoir éveiller de nouveaux espaces et enfin de pouvoir jouir de la vie en toute liberté sans donner d'attention à ces mécanismes conflictuels du passé qui veulent se rejouer sans cesse. Et ça, aujourd'hui, c'est possible à toutes les personnes qui le désirent et qui sont prêtes de passer à l'action. Donc pour moi, c'était ce retour, c'est un bienfait énorme, même si Paris c'est une grande ville et que de toute manière, on doit continuer à se considérer sur comment dirais-je, comme un sportif de haut niveau, prendre soin de soi, s'entretenir et toujours de pouvoir vivre dans cette présence avec le vivant, bien entendu, et continuer à être à l'écoute qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui vient et qui pourrait venir toucher mon humanité, ou l'homme que je suis, ou cette personnalité qui est là et qui fait en sorte de pouvoir œuvrer de la meilleure des façons, eh bien, quand je dis personnalité, c'est, comment dirais-je, c'est ce côté de cette conscience qui est là et qui vit, hein, et qui vibre, qui se manifeste. Eh bien, c'est de pouvoir aussi, à un moment donné, se repositionner, écouter, eh bien, mais comme tout le monde, c'est prise de conscience, transformation, changement. On en est tous là. Et peu importe le cheminement que l'on a eu, et on va dire l'état de conscience que l'on a dans l'instant présent, dans le moment présent. Et le but, c'est de pouvoir vivifier, dynamiser, de continuer à être dans cet espace-là et d'accompagner toutes les personnes qui le désirent, parce que je fais ça déjà depuis bien des années, même avant ma retraite. Donc pour moi, ce n'est qu'une continuité, tu vois, c'est le torrent, c'est le ruisseau qui continue son chemin en torrent, qui va dans le fleuve et qui va dans les océans. C'est le circuit, tu vois, de l'eau qui revient et je reviens justement à la source justement de ce partage et de cette joie de pouvoir communiquer le processus qui peut permettre à des personnes d'accélérer en conscience et de vivre avec, je le disais en début de l'interview, le premier art pour moi c'est l'art de vivre sa vie en toute liberté, ou bien de vivre sa vie en toute liberté. Et tu vois, ça rejoint ce que je te disais depuis le début en fait, c'est de pouvoir aussi participer à l'éveil de la conscience et de permettre à d'autres personnes de sortir de la fiction qu'ils vivent. Parce que c'est des fictions, c'est des intentions qui sont assujetties à de l'information dissonante, qui créent de la fiction. Ben, tu as possibilité de sortir de ta fiction et de l'illusion. Même si on vit bien dans notre chair tous les maux et toutes nos émotions et nos peines, mais c'est aussi de sortir d'un contexte qui est répétitif et de s'en libérer, et aussi de pouvoir, bien sûr, vivre avec le vivant, et tout dans une gestion consciente, que ça ne nous coupe pas de notre présence, quoi qu'il en soit. Tout à fait, oui, bah oui. Nous avons la possibilité d'embrasser cette part de responsabilité à 100%, 100% de responsabilité. Je le disais précédemment, un enfant n'est pas responsable de son environnement. Il va être assujetti à son environnement et pendant un temps, pendant les 7 et les deuxièmes 7 années jusqu'à l'âge de 14 ans, mais on va dire que déjà entre 3 à 3 ans, déjà il a énormément mémorisé d'informations. Il a commencé dans la position intra-utérine avec la mère, au travers des sons et au travers aussi du placenta et de tout ce qui est de la biochimie aussi qui vient s'y déverser dans le sang. Donc si tu veux, il a commencé déjà là. Donc il y a déjà un processus d'identification et d'association à un environnement. Donc à ce moment-là, il a des besoins, l'enfant, il a des besoins du corps, il a des besoins qu'on lui explique diverses choses. Donc arrivé à un moment donné, chemin faisant, l'enfant, lui, il accueille il arrive, il est dans sa candeur, il est dans sa béatitude. Mais à un moment donné, aujourd'hui, où on en est, c'est que
on en est que tu as des personnes qui disent bah, « c'est pas possible le changement pour moi ». Non, ça ne se passera jamais. Alors, soit tu restes dans un état de victimisation et tu t'abandonnes, et à un moment donné, après, tu dis « ouais, je me sens en colère et puis tu commences à négocier avec les uns et les autres, tu manipules parce que tu te sens trahi par la vie est injuste, ceci, cela. » Oui, ça, c'est, comme je te disais, c'est un côté de la pièce. Mais de l'autre côté, j'ai la possibilité aujourd'hui, avec les informations que je peux trouver de partout, que ce soit sur le web, dans des séminaires, dans des conférences, avec certaines personnes, de me dire « Ah ben oui, je peux vivre le changement dans ma vie. » Parce que s'il y a un environnement qui a créé de l'information dissonante à l'intérieur de moi, au sein de ma BTI, de ma banque de données informationnelle, tu vois, c'est comme si là, tu vois, c'est dans ma banque de données informationnelle, je la manifeste avec le disque dur, si tu veux. Tu vois, c'est dans mon disque dur, les informations. Eh bien, j'ai la possibilité aussi de rejoindre aussi un environnement qui va me permettre aussi de prendre conscience que cette information est dysfonctionnelle et m'amène dans des perceptions erronées et de pouvoir aussi prendre conscience de ça. Donc, on a aussi cette responsabilité à 100% de dire « Ok, maintenant, je vais me prendre en main et je vais voir chez moi ce qui et pourquoi, comment ça joue et pourquoi ça joue de cette façon-là, afin de pouvoir prendre conscience et bien sûr transformer et vivre le changement intérieur pour amorcer une gestion consciente et vivre dans une stabilité où on ne va plus aller chercher la valeur de soi, la valeur des sentiments de nous-mêmes, et l'estime de nous-mêmes au travers de l'autre. On n'a plus besoin qu'une personne vienne valider qui nous sommes dans l'instant. Et là, d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères ton pouvoir. Parce que tu ne donnes plus ton pouvoir à l'autre pour te dire que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur, que tu as de l'estime, que tu peux avoir de la confiance, que tu es quelqu'un d'intègre, que tu es un super nana, ou Eric, tu es un super mec, tu es formidable, tu es un super papa, tu es un super coach, tu es un super mentor, en fait, tout ce que tu veux, tu vois. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. C'est de se retrouver avec soi, en soi, avec la conscience de soi et se manifester cette conscience que nous sommes. Et nous avons 100% de responsabilité à un moment donné, oui, de pouvoir nous positionner en tant que leader conscient de notre vie et de passer à l'action pour aussi vivre l'autre côté de la pièce. Je dirais la façon dont tu fonctionnes avec ce que tu ne veux pas avoir, en fait. Bien sûr que les croyances vont amener aussi un sentiment émotionnel, des perceptions, des attitudes et des comportements. Pour autant, la croyance, c'est une étape en fait. On a la possibilité de pouvoir non pas travailler sur la croyance, alors je travaille sur une croyance de ceci ou de cela, et je vais adopter aussi le comportement et l'attitude qui vont aller à l'inverse de cette croyance pour pouvoir œuvrer dans ma vie, pour pouvoir changer de cap, pour pouvoir transformer. Alors bien sûr, c'est essentiel, c'est bien, ça marche sur le court terme, mais sur le moyen long terme, ce genre de fonctionnement eh bien s'estompe en fait. On a la possibilité d'aller à l'information. Lorsqu'on va à l'information, automatiquement tu l'identifies et derrière l'information tu as justement la division parce qu'une information elle est venue te diviser. Elle est venue te diviser au sein de l'estime, de la valeur de toi, mais elle est venue te diviser aussi dans ta dignité, dans ton intégrité et dans le respect de toi-même. Donc si elle est venue te diviser dans cette valeur et cette estime, tu as tout ce que je viens de dire, c'est cette dignité, cette intégrité et ce respect qui est divisé. Donc, lorsque tu identifies cette information, tu vas aller chercher, bien sûr, la division en toi et qui vient et qui fait que tu te dis « Ah ben si je suis divisé, eh bien je vais aller le chercher chez l'autre. Je vais demander à l'autre de me donner ce que moi, je n'ai pas à l'intérieur de moi. Parce que cette division, je veux plus qu'elle existe. Je veux me retrouver dans mon unité. » C'est comme beaucoup de gens, ils disent « Ah, il faut que je trouve ma moitié. » Ça aussi, c'est encore... C'est bien de dire je vais trouver ma moitié, mais c'est quand c'est une moitié complémentaire, et c'est même pas une moitié, quand c'est une singularité, quand c'est une unité, c'est-à-dire que nous sommes des singularités, nous sommes des unités, nous sommes des potentiels, et en conscience. C'est-à-dire que dans notre unicité, si on se sent divisé, on va aller demander à l'autre de nous donner à nouveau de nous faire sentir unique, en fait, un avec nous-mêmes, dans notre présence. Donc c'est ce qui aussi vient diviser notre présence. Et automatiquement, si on est divisé, eh bien, il va y avoir un mécanisme mental, et dans ce mécanisme mental, il va y avoir bien sûr des attentes, des dépendances, et aussi, avant les dépendances et les attentes, il y a l'addiction à la division.
Et si je suis addict à ma division, eh bien, je vais demander à l'autre qui vienne, qui nourrisse dans un cercle vicieux ma division, donc l'information, qui fait qu'à un moment donné, ben, j'ai besoin d'être nourri énergétiquement dans ma structure, parce que tout est énergétique. Hein, conscience, énergie, et ça vient me nourrir, ça m'apaise dans ma structure. Et à ce moment-là, je suis dans un pseudo-équilibre. Donc ce qui se passe, c'est que on va identifier directement dans le process, en fait, si tu veux, l'information afin qu'elle puisse être prise en conscience et qu'elle se transforme, qu'elle se dissolve pour vivre le changement. Et automatiquement, tu as tout qui collapse derrière. Tu as le mécanisme mental, ce à quoi je suis assujetti, et je pense être, je crois être à l'intérieur, et la croyance de je dois fonctionner ainsi parce que je suis divisé, il y a un mécanisme mental. La croyance, c'est un fonctionnement. La croyance, c'est une attitude, c'est un comportement, mais qui relève encore de l'espace invisible qu'on ne voit pas. Moi, tu me découpes en deux, là, tu ne vas pas voir mes croyances ou ma pensée, si tu veux, si j'en ai une à ce moment-là. Donc, si tu veux, quelque part, on va en amont, on va à la source travailler, et la source, c'est la jeunesse, c'est l'information. C'est l'information primordiale qui a créé toutes, justement, les divisions, les états de peur, et qui a créé le mécanisme de mal-être. Et donc, une croyance que je dois me comporter ainsi pour pas sentir ma douleur, pour pas sentir ma souffrance, pour pouvoir exister au sein d'eux. Exister, c'est exister, c'est sortir d'eux. Et c'est exister, c'est sortir d'eux, c'est exister au travers de mon corps, de mes relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, et ceci et cela. Donc, oui, on a besoin de pouvoir aller dans cette direction-là pour se donner l'opportunité justement de revenir dans cette présence et cet état de conscience. Eh bien, tu crées ta vie, tu as le libre arbitre à la lumière de la conscience que tu as de toi-même. C'est aussi simple que ça. C'est à la lumière de la conscience que tu as de toi-même. Donc, c'est à la lumière de la conscience de ce à quoi tu t'identifies, tu t'associes. Tu es aussi libre de créer le mal-être dans ta vie que le bien-être. Tu as le libre arbitre de créer le mal-être dans ta vie que le bien-être. Mais c'est toujours à la lumière de la conscience de ce à quoi tu t'identifies et tu t'associes. Donc, si tu t'identifies, tu t'associes encore à de la dissonance, de l'information dissonante, tu vas aussi créer ta vie, et pas que, parce qu'on n'a pas que de la dissonance en nous. Hein, on a de l'information favorable et défavorable qu'on a mémorisée. C'est pour ça qu'on dit que le subconscient, il est très puissant, parce qu'il génère énormément d'informations à la seconde. Je crois que c'est plus de 40 gigas en quantité, c'est énorme, tu vois, c'est hyper puissant, il travaille sur tous les plans, le subconscient. Donc ce qui se passe, c'est que tu crées ta réalité, tu as le libre arbitre à la lumière de la conscience que tu as de toi-même. Donc, on va dire que plus tu fais en sorte de pouvoir identifier l'information qui est à la genèse de tes conflits, et plus tu vas avoir de libre arbitre. Et plus tu vas être le créateur de ta réalité, et tu vas aussi transformer la création de ta réalité. Projection de l'information, ouais. Souvent, on m'entend dire comment tu te sens sur l'écran du film de ta vie. Tu es collé sur l'écran du film de ta vie, et ce à quoi je t'invite, c'est de prendre du recul, de la profondeur de champ par rapport à ta vision, par rapport à cette vision que tu dois clarifier souvent. Parce que quand on a la vision qui est collée sur l'écran du film de notre vie, hein, cette parabole, c'est l'écran de la salle du cinéma où tout se projette à partir d'une cabine de projection. Ce n'est pas un hasard pourquoi je partage en fait cette information. Et ça m'a inspiré, tu vois, de pouvoir le partager comme ça en disant décolle-toi de l'écran du film de ta vie, reviens dans la salle. Tu vas voir, il y a des fauteuils, il y a des personnages là, qui sont assis, qui regardent le film. Ces personnages, ils sont dans ta maison, en fait. Ils se sont installés à un moment donné parce que c'est des côtés de la personnalité. Certains appellent ça l'ego. Moi, j'appelle ça la personnalité. C'est des côtés de la personnalité qui, à un moment donné, on a mis en place pour retrouver des réponses en nous et pour pouvoir exister au travers de situations sur lesquelles on est dans un état de survie, un état d'urgence, et on va réagir en fait, tu vois. Et c'est de pouvoir se décoller de l'écran du film de sa vie où tout est projeté, et lorsqu'on est collé, on n'a pas conscience en fait. Même si on a conscience de ce que l'on vit, qu'à un moment donné, ça fait mal, ça pique et tout, mais on n'a pas réellement conscience, parce que si on avait conscience, on ne se serait pas mis dans la situation dans laquelle on est à ce moment-là, et dans laquelle on vit des émotions qui sont conflictuelles, qui nous font souffrir, qui nous ramènent à la douleur, à ceci, à cela, à la non-reconnaissance, au désamour, à la désestime, tu vois, à tout ce genre de situation en fait. Donc le fait de se décoller de l'écran du film de notre vie, là où on projette,
on va rencontrer ces personnages qui sont dans la salle, qui sont assis là, qui font partie de notre immeuble, de notre maison, hein, de ce temple intérieur, qui se sont positionnés à un moment donné. Et le but, c'est de revenir jusque dans la salle de projection. De revenir dans la salle de projection, pourquoi? Parce que tu as la pellicule qui tourne, sur laquelle tu as la lumière qui vient se projeter, et à 25 images par seconde, si tu veux, tu vois. C'est ainsi que ça fonctionne, hein, dans une salle de projection à pellicule, à 25 images par seconde, et la lumière va venir, au travers de la vitesse de la bobine, projeter ce système d'image qui va être animé sur l'écran. Hein. C'est comme, enfant, on a tous pris un carnet, on a tous fait des dessins les uns après les autres, et on les a animés. Hein, c'est ce processus du dessin animé, en fait. On fait des dessins, ensuite on fait tourner les pages. Eh bien, c'est ainsi aussi, en tout cas, moi-même, à la lumière de la conscience et de mes expériences, que je l'ai vécu, en fait. Parce que pourquoi je dis ça, et puis ça fonctionne super bien aussi avec les personnes qui sont dans mon entourage, quand j'explique certains processus. Moi-même, dans mon processus expérientiel, ce que j'ai vécu, c'est à un moment donné, j'étais, alors tu vois, 13h de l'après-midi, au café, ni drogue, ni alcool, ni ce que tu veux, produits, plantes, ce qu'on pourrait dire, râpé, ayahuasca, je te donne tous les noms qui puissent exister, tu vois, les plantes et tout. Non, non, j'étais vraiment à l'eau, tu vois, à l'eau minérale, et puis d'un coup, clac, qu'est-ce que je vois? Parce que moi, tout ce qui m'entoure, c'est l'écran du film de ma vie, et je dois être conscient, en fait. Quand je dis je dois être conscient, c'est pas ce que je m'impose, mais je respire dans cette conscience, dans ma présence, au travers de ce qui se joue dans mon environnement, en fait. Et le centre, il est là. C'est moi, en conscience, avec mes perceptions et avec mes émotions, avec mon corps et la conscience que j'ai moi-même. Il n'y a pas de vérité en soi qui est établie, mais c'est simplement ma conscience que j'ai, bien sûr, dans l'instant, en fait, dans ma réalité. Et ce qui se passe, c'est que j'étais assis sur ce fauteuil, et puis d'un coup, je vois en face de moi, il y avait le château, il y avait quelques voitures, puis il y avait des gens qui marchaient, il y avait le décor, tu vois. Et puis d'un coup, je vois tout qui bascule comme ça. Et puis tout qui bascule et qui crée dans la matière, en fait, et qui crée comme des tableaux ou comme des diapos, tu vois. Tu prends l'exemple d'une machine sur laquelle on va mettre des rails, il y a des diapos et on va envoyer la lumière pour faire passer les diapos sur le mur. Ben c'est le même système de projection, à part qu'il se passe de façon différente que la bobine. Mais il y a tout qui se décale d'un coup, et c'était que des images, les images les unes après les unes après les autres, et puis des rayons de lumière qui venaient et qui faisaient défiler aussi les images et tout ce qu'il y avait autour, et c'était magique comme j'ai vécu ça. C'était tellement rapide. Et là tu es dans un espace où il y a plus d'espace, il y a plus de haut, il y a plus de bas, et il y a tout qui se projette, en fait, à une allure énorme. Et là, j'étais en plein dans le centre de la projection de ce qui se jouait autour de moi. Si tu veux, ça, c'était une expérience qui était magnifique et qui s'est rejouée à différentes périodes, et puis d'un coup qui revient, tu vois, qui se repose, et tu reviens autour de toi, et tu vis d'autres sensations et d'autres perceptions. Alors ça, c'était formidable. Ça m'a donné, si tu veux, le goût de ce que pourrait être, en tout cas, dans ma propre expérience à moi. Et encore une fois, je dis, ça reste ma propre expérience. Hein. Chacun, nous faisons nos expériences dans notre cheminement, et qui viennent nous donner des informations et des indications que, en tout cas, pour moi, tout était projection, en fait. Et au travers de différentes expériences, encore de projection, jusqu'à pouvoir vivre dans mon cheminement intérieur, vivre cet espace où je me suis retrouvé dans cet espace de la chambre noire, où justement il y a tout qui se projette, en fait. Et là, tu vois la lumière, et tu vois toutes les images et les idées qu'il y a sur les images, et la lumière qui arrive et qui se projette. Et toi, tu es là dans cette chambre noire, tu vois la lumière au centre, comme ça, il y a tout qui se projette, et ça défile, et ça déclare justement ce film qui se joue sur l'écran du film de ta vie, en fait. Et ça, tu vois, et de suite, ça m'a ramené au fait que, fut un temps, j'ai étudié, je me suis posé la question anatomiquement, comment fonctionne notre vision, comment fonctionne l'audition. Et lorsque on se pose la question de comment fonctionne l'œil, on sait très bien que c'est que des signaux électriques qu'il y a à l'extérieur de nous, et que ce sont différentes
des électrons, des protons. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, on devrait faire appel à un spécialiste de la vue ou un scientifique, mais qui pourrait nous l'expliquer en détail. Mais tout cela, ce sont des signaux électriques qui remontent par justement l'œil, qui captent, hein, c'est l'œil de la caméra de l'être humain, et qui remontent par le nerf optique jusque dans le cerveau, où est créée l'image et qui nous la remet à l'endroit, qui recadre aussi l'image et les couleurs, et bam, et ça réapparaît comme ça dans le champ, et dans le champ de notre vision. Et ça, c'est magnifique. Encore une fois, la clarification de notre vision de vie, elle passe par différentes étapes et différents process. Et le son, c'est pareil, hein. Le son, il vient, ce sont les ondes et les fréquences qui viennent par justement le lobe de l'oreille qui remonte au cerveau, et on entend le son des voix et les bruits aux alentours et la musique et tout ce qui va avec. Et ça, c'est la magie de la vie, c'est formidable. Donc tout ce processus de projection qui me ramène aussi, si tu veux, à ce corps dans lequel on est, et qui parfois, encore une fois, j'amène cette image de le matin quand tu vas au boulot, quand tu vas à un rendez-vous. Quoi qu'il en soit, tu rentres dans ta voiture. Et ta voiture, aujourd'hui, ce sont des voitures intelligentes avec des ordinateurs, ceci, cela. Mais ce qui se passe, c'est que si tu ne tournes pas la clé ou si tu ne dis pas démarre au processeur, à la voiture, elle ne démarre pas. Tu as besoin d'être là parce que tu as besoin de la piloter encore. Hein. Les voitures automatiques, en pilotage automatique, ça existe, mais bon, ce n'est pas encore vraiment présent. Mais l'homme, hein, on a besoin aussi de cet homme. On veut rester là au contact de la matière et pas trop donner notre pouvoir aux machines. Je pense que là on irait dans un autre sujet, le sujet du transhumanisme, etc., etc. Mais pour rester dans le contexte de la question, c'est on est dans ce véhicule qui nous sert à nous déplacer pour aller faire notre passion chaque jour et nous exprimer ceci, cela. Mais le corps, c'est exactement la même chose. C'est cette conscience qui vient et qui se pose dans ce corps au travers de ces outils merveilleux, de ce cerveau merveilleux, de ce système nerveux, sympathique, parasympathique. On a déjà une gestion qui est déjà autonome dans ce corps. On a une gestion qui est autonome dans ce corps, qui lui-même se produit et qui se génère et s'auto-génère. Et plus on en prend soin, et plus ce corps va pouvoir nous accompagner. Et nous allons l'accompagner aussi tout le long de notre vie, jusqu'au moment du départ. Mais pour ainsi dire, c'est un instrument magnifique. Et oui, la projection, pour revenir à cette projection, tu vois, ça me passionne, moi, tous ces sujets, c'est que bien souvent, même dans nos relations, on dit « Oh, mais t'arrêtes de projeter sur moi ceci ou cela », tu vois. Même jusque dans le verbe et le mot, on parle de projection. Donc, oui, pour moi, à la lumière de la conscience que j'ai de moi-même, on vit dans un système de projection, oui, de projection de l'information. Donc, lorsqu'on se pose dans ce corps, et à un moment donné, on se dit « Ok, comment je fonctionne ? Ok, il y a mon corps. » Lui, il sait fonctionner, je lui fais confiance, je l'écoute. Je peux aussi lire des bouquins, apprendre à propos de mon corps pour pouvoir évoluer en conscience avec lui. Mais en même temps, il y a ce système autonome central, hein, et nerveux avec le cerveau, mais tu as aussi le système autonome de l'esprit et du mental qui est là et qui existe dans un égrégore et dans un état de conscience aussi. Donc, en tant que conscience, tu peux prendre conscience de ce fonctionnement. C'est l'écosystème de la création de la réalité, tu vois. Tu as toute cette partie qui est invisible, et ensuite tu as toute la partie qui vient se manifester jusque dans les attitudes et les comportements, les émotions, les réactions. Donc ça joue dans le corps, hein. La douleur, tout ce qui est souffrance, tout, on sent tout dans le corps, hein. Il n'y a pas de... Voilà, on est réellement là. Alors après, que ce soit, comment dirais-je, une illusion ou pas une illusion, une projection holographique ou pas, on pourra en discuter pendant des heures, mais ce qui se passe, c'est que, eh bien, en tout cas, lorsque je serre mes mains, lorsque je suis avec mon fils, lorsque je suis avec des gens que j'aime, je sens des sentiments, je sens des émotions. Si je me tape le marteau sur le doigt, je vais sentir la douleur. Donc, ce qui se passe, c'est que, ouais, c'est de prendre soin de ce corps aussi, et de cette projection dans laquelle on est. Et bien sûr, c'est de faire le pont, de trouver ce qui nous permet justement de faire le pont entre ce côté de l'invisible, de la pensée, hein. On me coupe en deux, mes pensées, on ne les voit pas, hein. De ces perceptions qui sont aussi invisibles, mais que là, je ressens au travers de mes sens, hein, et aussi cette information, cet état d'esprit, cet état de conscience, et qui va se manifester du côté visible jusque dans les relations. En fait, c'est de pouvoir trouver justement un pont qui peut faire le bridge en anglais, tu vois, c'est le pont entre les deux, en fait. Et c'est ce que, en tout cas, j'ai essayé, en tout cas, de proposer à toutes ces personnes que j'accompagne. UPA, c'est un pont entre le visible
et l'invisible quelque part, parce que tu as un process qui te permet de prendre conscience de tout ce fonctionnement et du fonctionnement de l'esprit en fait. Hein, quand on part dans une retraite, on est là, on vient, on médite, et on peut faire des mouvements, des rituels, des mouvements bioénergétiques, on s'accompagne avec la nourriture de moins en moins, et on respire, on fait du pranayama, c'est un accompagnement, une retraite. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on est aussi dans des moments qui sont très joyeux, de la grâce, hein, comme je disais, mais aussi lorsqu'on est au début, eh bien, l'information qu'on ne va plus aller nourrir, eh bien, il n'y a plus un tel ou un tel pour venir nourrir notre structure, pour venir nourrir nos mécanismes, pour venir nourrir nos attentes, nos dépendances. Et bien sûr, l'information qui est là à la Genèse et qui nous divise encore une fois, c'est celle information qu'on a mémorisée dans notre structure, à laquelle on s'est identifié et associé, à partir de laquelle il va y avoir cette division qui va s'installer dans l'être, dans l'âme, dans la conscience, et qui, à un moment donné, crée une division, un état de peur, un mécanisme et une blessure. Et ça, c'est la capsule, tu vois, on va dans l'information chercher la Genèse pour que tout collapse derrière. Donc, oui, c'est ce processus, cette cabine de projection. On a la possibilité de revenir dans cette chambre noire, à la lumière de la conscience, et de pouvoir respirer à l'intérieur et se détendre et accueillir la vie telle qu'elle est, avec le vivant, bien sûr, dans l'instant présent, et en étant dans cette danse de la vie. Voilà, et que tout se joue là, et on peut perdre un être cher, on peut continuer à aimer, et on est des êtres humains avec un grand H, et dans l'élévation de notre conscience, et de prendre de plus en plus de joie à s'éveiller à soi, en conscience de soi, et soi conscience, c'est le soi en conscience qui se meut, qui existe, tu vois, qui vient, qui se manifeste au travers de la vie qui est magnifique et qui est magique. Hein. On pourrait en parler pendant des heures et chacun aurait son mot à dire, comme moi-même je le fais actuellement. Et c'est ça la beauté, la diversité de l'être humain. Et plus il y a de conscience, et plus on est dans cette diversité, dans cette joie et dans le partage. On a la possibilité de nous inviter à un autre scénario de vie, à être l'acteur de notre propre vie et à changer aussi le scénario, à transformer le scénario à partir justement de ces idées, de ces images que l'on pourrait avoir à propos de nous-mêmes, qui bien souvent sont erronées et nous emmènent à aller à contresens du flot de la vie dans le moment présent. Donc beaucoup de résistance, beaucoup de blocages aussi qui viennent se mettre. Et quand je te partage ça, c'est parce que moi-même j'étais dans ce processus-là. Donc on s'épuise sur le long terme, plus les années passent, plus on s'épuise, et parce qu'à un moment donné, on s'épuise pourquoi, et on peut se perdre pourquoi dans sa vie, et c'est possible pour tout le monde, c'est ok avec ça. On vit surtout dans une société où on n'a pas le droit de pouvoir faire des erreurs, de se tromper, de perdre le sens, de perdre à un moment donné son sens, son cap. Eh bien oui, on a la possibilité aussi de dire ok, c'est ok que j'en arrive là, mais pourquoi j'en suis arrivé là? C'est parce qu'à un moment donné, je n'ai pas la science, je n'ai pas la conscience de comment je fonctionne. C'est aussi simple que ça. Et tu as la possibilité de le savoir et de transformer. C'est aussi sur quoi tu as de dissonant dans ta structure. Il y a juste, lorsque je suis avec les personnes que j'accompagne, j'écoute la structure, parce que la structure parle en fait. Et elle communique. Quand je dis parle, elle communique. On peut entendre des mots parfois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle communique, et on a la possibilité de pouvoir impulser une nouvelle dynamique et de transformer ce qui se joue sur l'écran d'une film dans notre vie. Donc oui, c'est de revenir dans cet espace de la salle de projection, comme j'ai pu te le partager, revenir dans cet espace de la salle de projection où la lumière vient refléter dans le champ de ta conscience, et automatiquement la lumière reflète sur ce à quoi tu t'identifies et t'associes. Donc lorsque tu transformes ces images, ces idées, comme je venais de dire, eh bien tu vas pouvoir déjà dissoudre, ne plus rentrer dans ce mouvement de la vie qui était conflictuel. Tu vas respirer, tu vas être une respiration beaucoup plus profonde, et tu vas retrouver cette présence et pouvoir te stabiliser dans cet état où tu es rempli, tu es nourri. Et là, tu te dis, oh, ok,
Ah, j'ai plus que besoin qu'un tel vienne me nourrir là-dedans. J'ai plus besoin qu'un tel vienne me nourrir là-dedans. Je peux me repositionner à partir, tu sais, c'est cet espace libre de l'acteur qui va interpréter le personnage parce qu'il a fait le job de pouvoir calmer son mental, de pouvoir avoir ses émotions libres, son corps ouvert. Tu vois, je te fais encore une analogie là, mais c'est de pouvoir identifier l'information créatrice de dissonance où tu reviens dans cet espace de création où tu es rempli, tu es nourri et tu peux te repositionner avec des intentions claires à la lumière toujours de la conscience que tu as de toi-même. Et bien sûr, automatiquement, tu vois tout ce qui se joue à l'extérieur. Parce que tu as compris comment tu fonctionnais, comment fonctionne l'écosystème de création de la réalité, et tu vois tout ce qui se joue à l'extérieur et toutes les négociations et les compromis que les gens font à l'extérieur et tout ce qu'ils désirent au travers de leur objectif et de leur intention et ce qu'ils désirent que tu ailles nourrir en eux. C'est formidable de pouvoir justement, à un moment donné, impulser cette dynamique pour devenir conscient, et ce que je disais il y a quelques instants, ce pourquoi à un moment donné on peut dans notre vie nous dire ah, je suis au bout du tunnel, ou je suis en plein milieu du tunnel, ou je suis dans la nuit noire de l'âme, ceci, cela, c'est parce qu'à un moment donné, je suis ignorant par rapport à une certaine science. Et lorsque cette science, je la fais mienne, alors je peux réimpulser une dynamique et revenir dans ma présence. Comment sortir de ce système de projection conflictuelle? Eh bien, c'est en identifiant l'information qui est à la jeunesse, comme je te l'ai dit précédemment, et afin de pouvoir revenir dans cet espace où tu es rempli, tu es nourri, et tu n'as plus besoin d'aller chercher la valeur des sentiments de toi-même au travers de l'autre. Et c'est en prenant conscience, en ayant la science de comment fonctionne cet écosystème de création de la réalité, à partir de quoi et comment. Et en même temps, c'est prise de conscience. J'accepte, j'accueille, ça va travailler, ça va s'alchimiser au travers de la conscience que je suis, au travers de l'énergie, au travers du mental, au travers de l'information. L'information va commencer à se dissoudre parce que je prends conscience. Donc je fais une expansion de conscience, et je fais une expansion de conscience aussi dans mes émotions. S'il y a des émotions qui doivent s'exprimer, eh bien, c'est important qu'elles s'expriment. Ça va venir aussi modifier mes attitudes et mes comportements dans ma vie intérieur personnel, donc automatiquement dans les autres domaines de vie. Tu penses bien que si à un moment donné, avant que je ferme mon studio d'acteur, avant de partir en retraite, j'avais des acteurs qui venaient me dire « Écoute, Eric, ce qui se passe dans cet atelier, c'est hyper puissant, mais ça ne m'intéresse pas trop, moi je veux juste devenir une star. » Je dis « Ok, très bien. » Et d'autres qui venaient me dire « Mais Eric, ce qu'on fait dans cet atelier, c'est hyper puissant. Non seulement je deviens un acteur très puissant, très présent sur scène, et j'accueille l'instant et le vivant et mon partenaire tel qu'il est, et je suis avec ça, mais ça vient aussi influer et impacter ma vie. Et c'est formidable parce que ça vient toucher des zones que, eh bien, il y a des choses qui ne se rejouent plus. Et alors, ils se rencontraient au travers de personnages. Et tu sais, la vie est tellement bien faite que parfois tu donnes une scène à un acteur qui traite d'un sujet qu'il a besoin lui-même de... il est concerné par ce sujet. Donc, tu vois, c'était vraiment initiatique, ce laboratoire. J'adorais ça parce que c'était vraiment avec le vivant, avec les humains, on était là. Et c'était vraiment... Quand on commençait 3 semaines en masterclass, je leur disais... écoutez, là, on est parti sur l'océan de la vie, hein, ça y est, on y est, on a largué les amarres, on est parti ensemble, ça va être l'aventure. On va revenir sur le quai, et ensuite, ça va être un processus de continuation. Hein, mais là, on est parti pour 3 semaines. Et bien, c'est exactement ça, en fait. Donc, ça influe réellement sur notre réalité, et on a besoin de pouvoir retourner à l'information afin de prendre conscience, d'accepter, d'écouter, de vivre la transformation intérieure sur tous les plans, comme je viens de les citer, jusque dans les attitudes et les comportements, et qui vont, à un moment donné, se dissoudre, en fait, et pour pouvoir se repositionner dans notre vie avec une nouvelle conscience. Parce que quand on a pris conscience de comment on se considérait de façon assez brutale dans notre vie, et en allant à contre-flot de ce que l'on désire, eh bien, une fois qu'on a fait cette expansion de conscience, on n'y va plus après. On ne va plus nourrir ce cercle vicieux. On rentre dans un cercle vertueux et on se repositionne. Et si à un moment donné la personne elle y retourne, c'est parce qu'elle a encore besoin d'y retourner. Il y a encore de l'information qui reste, tu vois. Il y a encore des scories, donc elle a encore un manque, elle a besoin de nourrir encore son addiction. C'est exactement le même principe qu'avec une personne qui prend des drogues.
Chaque jour, il va lui falloir sa drogue. Alors au départ, c'est pour nous l'information. Au départ, je vais te faire encore une analogie. Là. Au départ, c'est pour prendre du plaisir, la drogue. Mais en fin de compte, à un moment donné, dans le processus, on s'aperçoit que c'est plus pour prendre du plaisir, une drogue. C'est simplement pour ne pas sentir la douleur et la souffrance de ne pas prendre de drogue. Alors on reprend de la drogue. Parce que quand on prend de la drogue, on va dans des états modifiés de conscience. Mais ce qui se passe, c'est que ces états modifiés de conscience, à un moment donné, nous emmènent, ça s'estompe dans le corps. Et ce qui se passe, c'est que, et ça nous fait mal, parce que le corps, c'était tellement puissant pour le corps, il dit « Ah, j'en veux encore !» Alors on croit qu'on prend de la drogue pour justement vivre un autre état de conscience qui va nous emmener quelque part, mais non, on y va parce qu'à un moment donné, on est devenu aussi... on ne veut pas voir notre douleur et notre souffrance du fait de ne pas prendre de drogue. Et si on prend à un moment donné la drogue, c'est parce qu'aussi à un moment donné, on ne veut pas voir notre douleur et notre souffrance. Donc tu vois, on est dans un cercle vicieux. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est exactement la même chose avec l'information. Tout le long de notre vie, on nourrit ces informations qui vont à contre-courant de ce que l'on désire, parce que c'est pour ça qu'on a des blocages et des résistances. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des souhaits et des désirs dans leur vie, peu importe qu'ils soient spirituels ou pas, ou qu'ils soient matériels, et bien souvent, ils n'arrivent pas à pouvoir concrétiser leurs souhaits et leurs désirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont des résistances et des blocages. Et les résistances et les blocages, c'est aussi, ça vient de l'information. Et ils vont rentrer dans des relations, dans un cercle vicieux, qui vont faire qu'en permanence, ils vont aller nourrir cette information pour ne pas sentir leur douleur et la souffrance que l'information, à un moment donné, est venue mettre dans la structure au travers de la division d'un état de peur et d'un mécanisme mental. Donc on va aller aussi chercher la personne qui va pouvoir nous nourrir dans notre addiction, en fait. Et c'est ainsi que ça se passe. Donc on a la possibilité de sortir de ça très rapidement. Et moi, je suis hyper surpris parce que je ne savais pas combien de temps ça allait prendre au travers de ces accompagnements que je propose. Et pour certains, c'est très rapide. Pour d'autres, ça va prendre peut-être un peu plus de temps. Mais les résultats sont là, en fait. Parce que le résultat, en soi, quand je dis le résultat, c'est le process. C'est la respiration. On s'ouvre. On est à nouveau réénergétisé, vivifié, et on comprend le système de création, et on se permet d'aller dans une autre direction qui est plus créative, et c'est l'art de vivre sa vie en toute liberté. Hein. Tu sais, c'est comme le homard. Tu sais que le homard, dans son processus, il grandit, mais sa carapace, elle ne grandit pas. Et le homard, qu'est-ce qu'il a besoin justement pour pouvoir exister au-delà de sa carapace? Qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver une cachette sous une pierre, il va exploser sa carapace en poussant dessus, et ensuite il a une nouvelle carapace qui va se former, en fait. Et il va retourner à sa vie, et il va continuer aussi à grandir, tu vois, et il va, comment dirais-je, à un moment donné se trouver à nouveau un peu serré dans sa carapace, tu vois, serré dans sa carapace, mais il va retourner encore à aller sous un rocher, sous des cailloux, pour se protéger, parce que quand il n'a pas sa carapace, il est beaucoup plus vulnérable, et bam, il va la casser, il va reconstruire à nouveau. Eh bien, tu vois, cette analogie, cette image, c'est un peu aussi ce qu'est l'être humain, c'est de je m'expanse, je prends conscience, je transforme l'information, je m'expanse et je m'expanse, jusqu'à un moment donné où, tu vois, tu peux vivre dans une stabilité, une conscience où tu es rempli, tu es nourri. Ça ne veut pas dire que le vivant ne va pas venir t'impacter ou te toucher. Dans la vie, hein, on a toujours des interactions avec l'extérieur, avec la famille, on peut perdre un être cher, il peut y avoir des choses qui se passent, mais c'est une gestion consciente. On est le leader actif de notre vie, on est l'acteur de notre propre vie, et en même temps, comme on a clarifié l'esprit, et la conscience est là, se permet de pouvoir d'œuvrer de la meilleure des façons avec l'intention la plus juste possible. Alors ce qui se passe à la lumière de la conscience que l'on a dans le moment présent, on va pouvoir gérer les situations de la meilleure des façons à ce moment-là, en tout cas dans le moment présent. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi de partager ça, tu vois, avec ce sentiment de liberté et de toujours aussi laisser la vie aussi nous proposer, hein, sans contrôle. On peut poser des objectifs, mais aussi cet objectif ne pas cristalliser avec, aller dans le processus, aller dans le chemin avec justement, je le disais dans une dernière capsule que j'ai fait, la meilleure version de nous-mêmes, c'est nous-mêmes en fait. On n'a pas besoin de chercher la meilleure version de soi. La meilleure version de nous-mêmes, c'est nous-mêmes, et on a juste qu'à identifier justement, oui, ce qui pourrait défavoriser cette version que l'on est. Et oui, pour moi, c'est un plaisir de partager tout ce process que moi-même je mets chaque jour en application, et de pouvoir justement contribuer
au bien-être des gens et à l'évolution de la conscience sur Terre, parce que c'est ce qu'aujourd'hui je perçois en moi, c'est d'amener un nouvel élan, mon élan intérieur déjà, prendre soin de moi, parce que le don de soi commence par soi-même, hein. On n'est pas là pour changer le monde, mais c'est pour nous-mêmes nous expanser et être des êtres humains de plus en plus conscients, parce que c'est ce dont on a besoin, et de le partager comme j'ai toujours fait depuis tant d'années avec les acteurs. Aujourd'hui, c'est avec le grand public, et je me réjouis de ça.